Tous, c'est une émission exceptionnelle à tout point de vue que l'on vous propose ce soir sur France 2. Revivre de l'intérieur la nuit du débarquement allié en Normandie. Imaginez que cette nuit-là, où l'histoire s'apprête à basculer, nous prenions l'antenne pour une grande édition spéciale avec les moyens de télévision modernes. Eh bien, c'est l'expérience que l'on vous propose avec mes invités, des spécialistes, tous les envoyés spéciaux de la rédaction. C'est une émission totalement inédite à l'occasion de ces 80 ans du débarquement. Alors préparez-vous, il est un peu plus de minuit, ce 6 juin 1944, quand soudain, des milliers de parachutistes sont largués derrière les lignes de défense de l'armée allemande. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous retrouvez. Interruption de programme exceptionnelle sur France 2 car il est en train de se passer quelque chose dans le ciel de Normandie. Peut-être une tentative de débarquement allié. Restons prudents, on ne sait pas exactement ce qu'il en est pour le moment. Il est un peu plus de minuit, oui c'est ça, un peu plus de minuit. On va retrouver nos correspondants un petit peu partout. Nos invités qui sont en train de s'installer, édition spéciale donc sur France 2. Avec d'abord un premier témoignage. C'est l'un de nos journalistes qui est en Normandie, un peu par hasard. Mathieu, vous êtes près de Caen, je crois. Dites-nous ce qui se passe autour de vous, ce que vous voyez. Exactement, je me trouve près du bois de Bavent, à l'est de Caen. J'étais venu rendre visite à des proches, en fait, lorsque j'ai croisé des soldats allemands à l'entraînement. Ils appartiennent à la 21e Panzer Division. Cette unité était en plein exercice avec des balles à blanc. Lorsque la situation est devenue très confuse, des avions alliés nous ont survolés. Et un ami me dit à l'instant que des coups de feu ont été entendus dans le secteur de Bénouville, à une poignée de kilomètres de là. Je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un autre exercice ou d'une attaque à balles réelles. Je vous rappelle dès que j'en sais plus. Bien, n'hésitez pas à revenir vers nous, évidemment, si vous avez des informations. Nathalie Saint-Cric et Étienne Lénard sont à mes côtés. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, notre spécialiste Fabrice Delmeda. Bonsoir Fabrice, merci d'être là. Et puis nos consultants militaires, le commandant Marc Laurenceau, chef de bataillon. Bonsoir mon commandant. Le commandant Rémi Olry, chef d'escadron. Bonsoir mon commandant. Peut-être un mot de réaction d'abord. Est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre qu'il s'agit bien du débarquement qu'attendent les Allemands ? Alors moi, j'ai pas de preuve qu'un débarquement est en cours. Les opérations sont toujours dans le secret. En revanche, ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il y a une activité militaire dans le nord de la France qui a un caractère et une ampleur exceptionnelle. Vous avez des informations là-dessus, c'est sûr. Il y a un survol aérien, une activité très intense, des bombardements. On n'est pas dans une activité normale. Commandant André ? Écoutez, effectivement, ce débarquement, tout le monde l'attend. Nous l'espérons tous. Maintenant, il faut rester prudent. Est-ce que ce à quoi on est en train d'assister n'est que les prémices d'un véritable débarquement ou est-ce que c'est une opération de diversion ? Je pense que les prochaines heures vont être déterminantes et nous permettre d'y voir plus clair. Ou un gros bombardement, parce qu'il y a quand même eu des bombardements dans cette zone et ces derniers temps très importants à Lyon, à Saint-Étienne, qui ont fait plusieurs milliers de victimes. Alors on est en lien, je crois, avec Marc de Chaleron du côté de Saint-Lô, dans la Manche, devant le quartier général allemand qui commande précisément toutes les forces terrestres de l'armée allemande entre Caen et Cherbourg. Vous avez, je crois, Marc, des informations sur ce qui est en train de se passer en ce moment ? Oui, écoutez, beaucoup d'agitation ce soir au château des Comines. Les rideaux, les volets ont été fermés par souci de discrétion pour éviter d'attirer l'attention de l'aviation des Alliés. Il y a surtout ce va-et-vient permanent, une noria d'estafettes à moto, ce qui est très inhabituel. Manifestement, il est en train de se passer quelque chose. Bien, est-ce que Marc, vous avez une confirmation, des informations sur le fait que des avions alliés sont en train de larguer des parachutistes ? Oui, regardez ce qui nous a été apporté il y a quelques instants à peine par un officier de l'armée allemande. Il s'agit d'un mannequin qui a été retrouvé par des sentinelles de la Wehrmacht dans les environs. Un mannequin d'environ 1 mètre de haut, en toile de jute, rempli de paille, qui est tombé du ciel, littéralement largué il y a quelques instants, donc, avec un parachute de fabrication américaine ou britannique. Et il s'agit bien évidemment d'un leurre. D'autres leurres de ce type ont été retrouvés dans la région d'Yvetot et à l'est de Caen. Bien, merci Marc. C'est incroyable ce qu'on vient d'entendre, mon commandant. Comment expliquer ces faux parachutistes, on peut dire ça comme ça ? En tout cas, oui, il y a une volonté de leurrer, il y a une volonté de tromper, de donner de fausses informations. Je pense que là, il y a soit une diversion qui est en cours, soit la volonté de grossir des effectifs. C'est pas très clair pour le moment. On a déjà vu ça dans le conflit par le passé, mon commandant ? Alors, effectivement, ça c'est des poupées. Enfin, je veux dire, on peut parler de mannequins. Sur le leurrage en lui-même, ce qui est important de dire, c'est que c'est lié à la notion de surprise. En fait, on cherche là à attirer l'attention
des Allemands sur des faits, sur des événements particuliers. Et ça veut dire qu'on veut détourner son attention de ce qui va se passer ou de ce qui est peut-être en train de se passer ailleurs. Donc là aussi, il faut suivre les événements et je pense que ça va être très, très dense. Étienne. Mais je ne sais pas si c'est le cas, mais cela ressemble quand même aux Rupert britanniques qui ont déjà été utilisés ces dernières années, 1940-1942. Est-ce que c'est la même chose? Je crois que ces poupées, d'ailleurs, peuvent être même chargées de charges explosives, n'est-ce pas? J'ai le souvenir également qu'ils avaient été utilisés aux Pays-Bas en 1939. Oui, il y a 3-4 ans, ça a été utilisé pour tout simplement tromper, créer de la confusion. C'est généralement dans l'objectif d'augmenter le nombre d'informations à un instant T, des fausses, des vraies informations. On va continuer à retrouver nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Peut-être juste un mot sur ce débarquement. Je crois que les Allemands parlent même d'invasion entre eux. C'est ce qu'ils redoutent depuis maintenant plusieurs années, mon commandant? Oui, en fait, depuis qu'ils construisent le mur de l'Atlantique, finalement, ils ont commencé ça dans la foulée de l'attaque vers l'Union soviétique. Ils craignent depuis toujours que les Britanniques débarquent sur les côtes de la Manche. Et donc, ça fait de longues années qu'ils redoutent un débarquement. Alors, les téléx me parviennent au fur et à mesure. On me confirme à l'instant qu'il y a bien des largages très importants de parachutistes, de vrais parachutistes. Pour l'instant, en Normandie, je crois qu'on a les premières images, me dit-on dans l'oreillette, en exclusivité. On les découvre. Aujourd'hui, au coucher du soleil, les aérodromes de toute l'Angleterre sont en effervescence. On nous signale que des centaines d'avions de transport ont décollé toute la soirée. Certains transportant des parachutistes, d'autres remorquant des planeurs. Ces appareils ainsi que des chasseurs et des bombardiers ont rejoint le ciel anglais en direction de la France. Quelques dizaines de minutes plus tard, les premiers bombardements commencent. Leur cible, des sites militaires ou des voies de communication sur le sol français. Profitant de l'obscurité, des parachutistes alliés sautent au-dessus de la Normandie. Les unités américaines ont atterri dans le Cotentin. Les forces anglo-canadiennes, elles, ont été larguées à une centaine de kilomètres plus à l'est, près de Caen. Cependant, leur dispersion est telle que pour l'instant, les autorités allemandes sont incapables de définir avec précision les objectifs alliés. Voilà, c'est complètement dingue, mon commandant, ces images. Donc on nous annonce une zone qui s'étire du Cotentin à la Seine inférieure, mais aussi dans le Pas-de-Calais. Ça crée une incertitude, là. Oui, ça représenterait une masse énorme de personnel. Là, on est sur plusieurs centaines de milliers d'hommes. C'est très impressionnant, mais c'est la puissance aujourd'hui des Alliés en Angleterre. Ils ont rassemblé des centaines de milliers d'hommes. Est-ce que c'est vrai le débarquement? Vous y croyez ça? Là, maintenant, des centaines de milliers d'hommes sont en train d'arriver sur les côtes françaises. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir combien ils sont vraiment, parce qu'on a des faux parachutistes, et il y a clairement la volonté de grossir les effectifs. Commandant André? Si on parle véritablement d'un débarquement, ce dont on n'est pas encore sûr à l'heure actuelle, il faudrait effectivement des dizaines de milliers d'hommes, un volume au moins d'une centaine de milliers d'hommes pour réussir à prendre pied et à tenir sur les plages. Et on va prendre la direction de Londres, où Dorothée Olyric, notre correspondante, est sur place. Dorothée, vous avez, je crois, des informations sur ce qui se passe en ce moment. Écoutez, la seule confirmation que nous avons, c'est qu'il y a des bombardements en cours, comme depuis plusieurs jours. Mais ici, il y a une agitation beaucoup plus importante que ces dernières 24 heures. Question importante, Dorothée. Est-ce que vous nous confirmez, oui ou non, que le Premier ministre Winston Churchill est sur place? Oui, tout à fait. Il est rentré à Londres après plusieurs déplacements, notamment auprès de l'état-major du général Eisenhower. Alors, Churchill, eh bien, on le sait, souhaitait être présent au plus près des opérations en cas de débarquement, mais selon nos informations, eh bien, le roi l'en aurait dissuadé, voire empêché, trop dangereux de se retrouver au milieu des tirs allemands. Dorothée, dernier élément, ça a l'air relativement calme pour l'instant autour de vous. On sait que la War Room est sous terre, ce sont des passages souterrains près de Westminster, pas loin de Downing Street, là où réside le Premier ministre. Que se passe-t-il concrètement autour de vous? Eh bien, il y a une atmosphère assez électrique avec beaucoup de passages, des hommes en uniforme, des gens tendus, concentrés, pressés et pas bavards, puisque la seule information que nous avons, c'est qu'il y a une grosse activité aérienne et navale. Mais sinon, c'est silence radio. Personne ne répond à mes questions. Alors, opération de diversion ou réel début de débarquement? Je vais tenter d'en savoir plus. Bien, merci. N'hésitez pas, Dorothée, à revenir vers nous. Oui, on a eu des précisions il y a 1 ou 2 jours. Le général de Gaulle, qui n'était plus à Alger, qui est arrivé en Grande-Bretagne. Il est revenu à Londres. Exactement. Churchill lui a envoyé son avion à New York en lui disant de rentrer. Il était à la Villa des Glycines, là où était son siège à Alger. Il est revenu en se disant qu'il devait se passer quelque chose et que c'était important de rejoindre l'Angleterre. Et c'est à ce moment-là qu'il a
vu Winston Churchill, qui était dans son wagon, puisqu'il s'était aménagé un bureau-wagon à Portsmouth, à côté d'Eisenhower, et que c'est à cet endroit-là qu'il a rencontré Churchill et Eisenhower. On évoquait le fait que les Allemands redoutent depuis maintenant quelques années, quelques mois, cette invasion, c'est ainsi qu'ils l'appellent. Est-ce que dans l'opinion publique française, il y a aussi cette attente ? Ah oui, clairement. Clairement, il y a une attente. Il y a une attente des Français que les Alliés puissent intervenir et peut-être libérer le pays. Pardon Fabrice, je vous coupe. On apprend à l'instant, c'est un téléx qui nous parvient, que des dizaines de messages, plus de 150 au total, ont été diffusés sur les ondes de la BBC à destination de ces groupes de résistants. On va peut-être essayer d'en entendre quelques-uns. Écoutez maintenant les voici. Les messages personnels. Message important pour la cigogne. Nous sommes sans nouvelles de la cigogne et voudrions qu'elle joue du piano le plus vite possible. Tante Amélie fait du vélo en short. Les girafes ne portent pas de faux col. Il est temps de cueillir des tomates. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. Mon commandant, c'est dingue ce qu'on entend parce que ce sont évidemment des messages qui prêtent à sourire. Qui est la cigogne? Qui est la girafe? Qui est Clémentine? Mais ce sont de vrais messages qui sont adressés, c'est ça, à des groupes de résistants avec des mots-clés qui donnent le top départ d'une action, par exemple? Ouais, exactement, c'est un procédé qui est utilisé sur les ondes depuis plusieurs années maintenant à destination des groupes de résistants. Il y a des vrais, des faux messages. Là encore, il y a toujours la volonté de tromper un peu les Allemands. Vous savez ce que ça veut dire, ce qu'on vient d'entendre? Alors non, et puis je pense que même si je le savais, en fait, je le dirais pas en direct sur cette antenne, parce qu'il y a la protection des agents qui sont en train de travailler. Oui. En tout cas, ce qui est très étonnant là, c'est le volume. Le nombre total de messages, ça c'est exceptionnel. 160, enfin un peu plus de 150 me dit-on. Commandant Ulrich, comment ça fonctionne ces messages à destination de la résistance? En fait, chaque message est destiné à un groupe bien particulier. Il faut savoir que c'est très cloisonné pour protéger les membres des réseaux, pour protéger les réseaux eux-mêmes. Les uns ne comprennent pas les messages des autres? Exactement. Pour pas que si un réseau tombe, il puisse faire tomber ses camarades d'à côté. Nathalie, qui décide de ces messages? Qui les construit? Il y a un certain nombre de codes, de thèmes codés qui doivent être dépêchés à Londres de manière à ce qu'il y ait la personne qui l'entend le reconnaisse et la personne qui le prononce donne un ordre ou accepte quelque chose, une livraison d'armes. Et pardon, mais on est sûr que les Allemands ne savent pas les décoder, ces messages? On ne peut pas le savoir, en tout cas, chaque mot peut avoir une signification différente. Un mot, en fonction de sa longueur, peut signifier une date, un horaire. Il y a énormément de messages. Certains ont, dans ce que j'entends là, certains ont déjà été utilisés par le passé. Donc moi personnellement je n'ai pas d'informations davantage là-dessus, mais il y a clairement l'ambition d'intoxiquer et de renseigner en même temps. C'est comme les cryptages des lettres, Nathalie. les cryptages des messages, parce que tout ne se passe pas par les ondes. Il y a un certain nombre de lettres qui ont été décryptées par les Allemands, qui ont été probablement à l'origine de l'arrestation d'un certain nombre de personnes, parce que les Allemands travaillaient très près et avec certains Français. Mais il y a quand même eu des techniques extrêmement élaborées de cryptage pour pas que les Allemands tombent dessus. On sait combien ils sont aujourd'hui les résistants en France? On a une idée de leur nombre? Alors, qu'appelez-vous résistant? Est-on résistant dès qu'on porte un tract? Est-on résistant dès qu'on cache une personne? Oui. Est-on résistant dès qu'on a une arme chez soi ou un poste pour écouter Radio Londres? Alors, la difficulté, c'est ça. Alors, on sait qu'avant 1942, c'est très embryonnaire de ce qu'on a pu avoir comme information, même par la population qui se méfie tout le temps, c'est que c'est très désorganisé. Et puis, ça se structure peu à peu. L'idée qui est aux alentours de 400 000 résistants nous sommes combien en ce moment? Nous sommes une quarantaine de millions de Français. On est dans cette proportion-là. Et après, on peut faire la distinction dans ceux qui sont pas dans la résistance, entre les maréchalistes et les pétainistes, maréchalistes, des gens qui apprécient le maréchal, pétainistes, ceux qui adhèrent à l'idéologie du maréchal. Il y a des résistants au niveau politique, selon vos croyances politiques. Il y a des résistants au niveau de l'entreprise même. On a parlé très souvent ces derniers mois, dernières années, des sabotages sur les voies de chemin de fer, par exemple. C'est un acte de résistance commis par des membres des réseaux ferrés français. Donc il y a tout cet ensemble de choses qui constituent aujourd'hui des groupes qui sont multiples, séparés, on l'a dit tout à l'heure, pour ne pas être mis en difficulté les uns par les autres. Oui. Et tout ça fait un ensemble. Et c'est vrai qu'on a appris il y a un an maintenant la mort de Jean Moulin, grand résistant à Tondy, qui a été arrêté par la Gestapo et par les Allemands. Et justement, avant de confirmer tout cela, que dit la météo? On sait qu'un débarquement nécessiterait des conditions optimales. Est-ce que c'est le cas? On va tâcher d'y voir plus clair avec vous, Anaïs Baïdemir. Bonsoir. Vous nous avez rejoint. Un temps très perturbé depuis le début du mois. Est-ce que c'est toujours le cas?
Et effectivement, nous avons un temps très dégradé, même si on est à l'arrière de la perturbation très active qui nous a apporté beaucoup d'instabilité avec des averses localement orageuses. Nous avons encore du vent entre 30 à 40 km/h le long des côtes. D'ailleurs, ce vent, il souffle un petit peu plus fort dans sa partie ouest, donc il dégage un peu le ciel. En revanche, nous avons un ciel bien couvert dans l'est. En prime, une forte houle avec des vagues de 1 à 2 mètres perpendiculaires au vent, ce qui donne une mer agitée. La température dans les terres est autour des 14 degrés et nous avons également une température de l'eau assez froide autour des 10 degrés, Julien. Quelles seraient, on va dire ça comme ça, Anaïs, les conditions idéales pour un débarquement allié? Eh bien, les voici. Une période de pleine lune avec peu de nuages pour la visibilité, bien sûr. Des vents faibles inférieurs à 20 km/h, car on le sait, le vent, c'est l'ennemi des parachutistes. Peu de vagues, une marée basse à l'eau pour le débarquement des hommes et du matériel, sans être vus et y voir assez. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas toutes ces conditions. Oui, nous avons la pleine lune, un ciel couvert, des vents qui soufflent fort, des vagues de jusqu'à 2 mètres, une marée basse qui sera présente à l'aube. Donc, 2 conditions cochées sur 5. Ça devrait tout de même s'améliorer pour ces prochaines heures. Bien, merci Anaïs. Vous restez évidemment avec nous. On vous retrouvera tout à l'heure. D'abord, on va retrouver notre correspondante. On me dit qu'elle est en ligne. Camille Gutin, bonsoir. Vous êtes aux États-Unis, à Washington. Camille, on sait que rien ne se fera a priori sans les Américains. Ce sont eux qui ont la puissance militaire nécessaire pour une telle opération. Avez-vous des informations sur ce qui se dit en ce moment à la Maison-Blanche et aussi sur l'état de santé du président Roosevelt? On le dit affaibli. Est-ce que c'est le cas? Bonsoir, oui, en effet, le président américain souffre d'une poliomyélite qu'il a contractée adulte et qui fait bien qu'aujourd'hui, il a des difficultés à se déplacer, mais il échange avec le Premier ministre britannique via une ligne directe. Les deux hommes se sont d'ailleurs beaucoup parlé ces derniers jours. Côté américain, on n'a qu'une seule ligne de conduite, Germany First, comprenez abattre l'Allemagne avant de briser définitivement le Japon. C'est sa stratégie, mais concrètement, comment ça se traduit, Camille ? Eh bien, très concrètement, toute l'industrie américaine a été réorientée vers la guerre et vers un potentiel débarquement. Le budget de la défense, par exemple, a été multiplié par 40 en seulement 3 ans. La production des navires, des avions ou même des blindés a quasiment doublé. Il y a eu aussi la production en masse de barges. Et puis, il ne faut pas oublier les armes pour équiper les alliés des Américains, comme les fameuses Forces françaises libres ou encore la division Leclerc qui a été entièrement rééquipée grâce au char M4 Sherman. On dit, Camille, qu'en cas de débarquement, ce sont les Américains qui en donneraient le top départ. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Oui, par la voix du général Eisenhower à la tête de toutes les forces alliées unies. Il est d'ailleurs en ce moment même au plus près des troupes en Angleterre et il a toujours dit qu'un débarquement serait beaucoup plus simple en passant par la Normandie ou par le nord de la France, car la distance est beaucoup plus courte à traverser. Merci Camille pour ces précisions. Vous aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des informations sur ce qui est en train de se passer en ce moment entre l'Angleterre et la France. Ce général Eisenhower, Fabrice Dalméda, pourquoi c'est lui qui a été choisi pour s'occuper des forces alliées ? C'est un des meilleurs organisateurs. Il y avait d'autres stratèges, peut-être un petit peu plus brillants, type Patton, mais à ce niveau-là, en capacité d'organisation, est capable de se hisser à la hauteur de la logistique américaine. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la production américaine, elle a un objectif, c'est qu'il faut fournir de quoi battre les Allemands. Et pour battre les Allemands, c'est pas seulement des hommes, c'est du matériel. On l'a dit, c'est plus de 2500 Liberty Ships qui ont été construits depuis 1942. Ah oui. Et ils sont capables de transporter chaque bateau. 260 chars Sherman. Donc les Américains veulent écraser l'Allemagne sous le matériel. Pour eux, il y a même plus d'hommes qui sont dédiés à la logistique, 60% des effectifs, qu'aux troupes de combat, alors que chez les Allemands, la logistique, c'est moins de 40% généralement du personnel. Commandant Audry, sur ce que nous disait tout à l'heure Anaïs Baïdemir concernant la météo, une houle de 1 à 2 mètres, une mer glaciale, des vents qui ne sont pas favorables, est-ce que vous y croyez à ce débarquement ? Clairement, les conditions optimales ne sont pas réunies. On est bien d'accord là-dessus. Il y a un véritable risque. Maintenant, l'an dernier, on se souvient que les Alliés ont débarqué en Sicile. Les conditions météo n'étaient pas non plus très favorables. L'opération a pourtant été une réussite. Elle s'est faite dans des conditions compliquées, mais elle a fonctionné. Donc voilà, la question c'est de savoir, est-ce que les Alliés vont reprendre ce risque ou pas ? À l'heure actuelle, difficile de se prononcer. Mais il y a un précédent quand même, c'est le débarquement, on s'en souvient, à Dieppe. Août 42, ça a été un carnage, 6000 hommes, 250 navires engagés pour tenter une attaque éclair. C'était une stratégie tout à fait différente. Au final, ça s'est soldé par plus de 1000 morts côté allié et 2000 prisonniers. Ça a été un échec total. Oui, mais avec beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les Alliés ont capitalisé sur tout ce qui s'est passé. Ils en ont tiré des leçons. La première leçon, c'est l'appui-feu.
Il faut que le navire et l'aviation soient en contact permanent des troupes débarquées et qu'elles apportent leur appui. Le deuxième enseignement, c'est les chars spéciaux. Il faut créer des brèches parce que les Allemands ont fortifié toute la zone. Les soldats, quand ils débarquent, manquent de puissance de feu. Et donc, il faut associer des chars spéciaux qui ouvrent ces brèches. Bien, on m'indique que Mathieu Boisseau, qui était avec nous tout à l'heure, est toujours en direct avec nous de Normandie. Mathieu, dites-nous comment les choses évoluent. Oui, j'ai roulé pendant 5 km. Je me trouve maintenant à Ranville. C'est un petit village au nord de Caen. Et j'observe, à l'instant où je vous parle, des dizaines et des dizaines d'avions. Ils larguent des parachutistes. Ils sont très lourdement équipés, plusieurs dizaines de kilos, dans le sac à dos et à la ceinture. Et les Allemands ripostent avec des canons anti-aériens. Mais ils semblent incapables d'interrompre ce qui ressemble à un défilé dans le ciel normand. Merci Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas à revenir vers nous tout au long de cette soirée exceptionnelle. On reste bien sûr sur France 2, grande édition spéciale. Un témoignage vient de me parvenir, témoignage de Maurice Dubosc à Sainte-Mère-Église. Je vous le lis tel qu'il nous parvient, ce témoignage par Telex. J'étais à mon poste comme tous les soirs. Je suis réquisitionné par les Allemands pour surveiller la voie ferrée. Vers minuit, des avions alliés volaient très bas. J'ai compris tout de suite et je me suis dit, ça y est, c'est le débarquement. Il y a trop d'avions pour que ce soit normal. Il y a une ampleur géographique qui est étonnante. Alors, j'associe tous les messages de la BBC en nombre, l'ampleur géographique, le volume de parachutistes, d'avions. En fait, on a tous les signes d'une grosse opération. Ça, c'est très clair. Après, est-ce que ça va être associé à un débarquement? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments tangibles. C'est la vraie question. Étienne Hénart, vous qui avez couvert de nombreux conflits, votre sentiment sur ce qui se passe? Simplement, 2 remarques. On disait tout à l'heure qu'il y a une véritable attente des Français de ce débarquement. Je pense qu'il y a aussi une immense crainte, si c'est effectivement le débarquement, parce que ça veut dire qu'ils doivent se préparer à des semaines de combats, de bombardements des deux côtés. Et puis, deuxième point sur l'opération de Dieppe dont on parlait tout à l'heure, l'une des leçons, je pense, mon commandant, mais vous me corrigez si je me trompe, c'est qu'il y avait un manque de puissance, un manque d'échelle qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste est quelque chose de beaucoup plus volumineux en nombre, en matériel. Depuis 2 ans, je pense que là, les Alliés ont eu le temps aussi d'accroître, on en parlait tout à l'heure, leurs machines de guerre, le nombre de chalands de débarquement ou alors le nombre d'avions. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas suffisamment à cette époque. En 2 ans, est-ce qu'ils ont eu la capacité de produire autant? C'est probable. On le saura peut-être. Alors, pardon, je vous interromps. Maryse Burgot est avec nous. Maryse, bonsoir à vous. Vous êtes depuis Sainte-Mère-Église dans la Manche. C'est un petit village tranquille. Maryse, vous nous confirmez qu'il y a une forte activité là où vous vous trouvez. Que se passe-t-il concrètement? Je voulais vous montrer cet étrange objet très léger qu'un parachutiste a laissé tomber devant moi sans s'en rendre compte. Alors je l'ai ramassé par terre et je n'ai pas pu le lui rendre parce que ce parachutiste est parti, il était visiblement très pressé. Regardez, c'est une sorte de jouet avec une lame et quand vous appuyez sur cette lame ressort, elle émet un bruit, un son bien particulier. Alors j'ignore évidemment pourquoi les parachutistes ont été dotés de cet objet. Est-ce que c'est un outil de communication, quelque chose qui leur permet de se signaler à leurs camarades sans avoir à se montrer et sans prendre donc le risque d'être abattus par les Allemands? Ce qui est sûr, c'est que ce soir en début de soirée, j'ai beaucoup entendu ce bruit très particulier dans les environs de Sainte-Mère-Église. Merci Maryse. Étonnant, commandant Audry, est-ce que ça fait penser à un jouet américain? Oui, effectivement, on dirait un peu un jouet pour enfants, mais je pense que Maryse a raison. Un son particulier pour se reconnaître. On parle là d'une opération aéroportée de nuit, vous sautez sur un territoire hostile. Ça peut être un code, c'est ça ce que vous voulez dire? Effectivement, je pense que c'est une piste intéressante pour retrouver ses camarades. Vous êtes sur un territoire hostile, la première chose à faire, c'est de vous regrouper et forcément de ne pas tomber sur l'ennemi. Commandant Laurenceau. Oui, c'était l'un des grands enseignements de l'opération l'année dernière en Sicile. C'était en fait l'éclatement sur le territoire des parachutistes. Ils ont eu de très nombreuses heures pour se regrouper et je pense que s'il y a une grosse opération aéroportée aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est de reconcentrer tout le monde pour qu'ils puissent être efficaces. Mais c'est très fragile les parachutistes parce que quand même, faut le dire, quand il y a eu l'opération allemande en Crète, une très grande opération aéroportée en 1941, ça a été un carnage. Ils se sont fait liquider. Donc est-ce que c'est pas ce qui risque de se passer pour ces parachutistes? Les troupes aéroportées sont des troupes qui, par essence, en fait, sont des troupes très légères, qui n'ont pas d'armement lourd et qui doivent être en fait très vite renforcées en théorie. Et là, les Allemands, par exemple, en Crète, ne sautaient même pas avec leurs armes. Il fallait qu'ils récupèrent leurs armes dans des conteneurs à côté.
Donc oui, c'est un moment très sensible, là, je pense, pour les Alliés s'ils engagent beaucoup de monde, parce qu'il va falloir les renforcer en armes très rapidement. Alors on me dit à l'instant qu'on est en lien avec l'Allemagne, Berlin, je crois. Est-ce que l'information est parvenue à l'état-major? C'est toute la question, évidemment. On vous retrouve à Valérie Lerouge. Comment réagit-on à cette gigantesque offensive alliée si elle se confirme? Bonsoir, écoutez, non, pas de réaction ce soir, pour l'instant en tout cas à Berlin. Il faut dire que Adolf Hitler et le général SS Hermann Fegelein sont ce soir au Berghof, la résidence secondaire du Führer dans les Alpes bavaroises. Ils assistent ensemble à un mariage, le mariage de Margaret Braun, la sœur d'Eva Braun, une proche du Führer. Impossible de savoir pour l'instant si Adolf Hitler a été mis au courant ou non de ce qui se passe. Et Valérie, ce redoutable maréchal Rommel qui coordonne donc la défense nazie en France, est-ce qu'il a lui réagi? Écoutez, selon nos informations, Erwin Rommel n'est pas à son poste de commandement ce soir de La Roche-Guyon, puisqu'il est ici en Allemagne, à son domicile d'Erlingen, lui aussi pour des raisons familiales, puisqu'il célèbre l'anniversaire de son épouse. Et est-ce que vous avez des informations, dernier élément, sur ce maréchal qui est un des bras droits d'Hitler, qui est en charge pour les nazis de toute la défense de l'Europe? Alors, à Saint-Germain-en-Laye, au quartier général de von Rundstedt, on a pris conscience que quelque chose est en train de se passer. Des messages ont été envoyés dans ce sens à Berlin en évoquant, je cite, une opération de résistance, mais pas un débarquement à proprement parler. On croit plutôt à une opération de feinte qui tend à faire diversion, à cacher une autre opération qui se déroulerait en France. Merci Valérie. Et on sait que l'Allemagne s'est préparée à l'éventualité d'un tel débarquement. On l'évoquait tout à l'heure, c'est le fameux mur de l'Atlantique, avec toutes ses fortifications, près de 15 000 construits en 2 ans, avec tout un tas d'obstacles qu'on dit infranchissables. On a justement des images. Je voudrais qu'on les regarde ensemble et on réagit juste après. C'est un rempart qui s'étend du Cap Nord en Norvège à Hendaye au Pays Basque. Le mur de l'Atlantique, véritable obsession d'Hitler, se veut être une barrière infranchissable. Son objectif, renforcer les défenses des côtes, des ports et des bases sous-marines. Il a été mis en place dès 1941 par l'organisation Todt. Sa construction a été supervisée depuis plusieurs mois par le maréchal Rommel. Celui-ci, mécontent de l'avancée des travaux, a décidé de renforcer considérablement les infrastructures. Les Alliés prennent très au sérieux cette fortification hors du commun, qu'ils surveillent de près en effectuant de nombreux vols de reconnaissance. Ils le savent, le mur de l'Atlantique doit anéantir l'ennemi arrivant par la mer avant qu'il ne touche le sable. Car il existe une théorie bien partagée côté allemand. Si les Alliés dépassent la plage, la guerre est perdue. Le dispositif est composé d'une série d'obstacles que les Alliés devront donc dépasser. Surmontant les plages se trouvent des bunkers allemands. Des postes de contrôle qui offrent un point de vue dégagé sur les troupes arrivant de face. Ces bunkers, construits de manière industrielle, ont été installés tout le long de la côte. De puissants canons y sont intégrés. Les soldats alliés devront donc affronter un déluge de munitions avant d'espérer poser le pied sur la terre ferme. C'est en tout cas la stratégie de la Wehrmacht. Voilà, c'est complètement fou ce qu'ont réussi à bâtir, à construire les Allemands en 2 ans, justement pour résister à ces assauts venus de la mer. Il y a aussi tous ces obstacles sur les plages, on les a aperçus, les fameuses asperges de Rommel, du nom de ce maréchal. Oui, c'est issu de ses enseignements des combats en Afrique du Nord. Il a utilisé beaucoup d'obstacles défensifs parce que c'était des combats dans des zones qui étaient complètement ouvertes. Et il a réutilisé, il a donné depuis qu'il est arrivé il y a quelques mois en Normandie pour redynamiser les défenses. Il est en train de consolider ça, en fait, par plusieurs rideaux pour empêcher les chalands de venir, mais aussi pour empêcher des planeurs de se poser. Ça veut dire que ça fait 2 ans, au fond, que les Allemands ont imaginé que les Alliés pourraient débarquer par la mer, commandant André. Effectivement, 2 ans de travaux, une accélération des travaux depuis fin d'année dernière que Rommel est arrivé. Maintenant, aucun obstacle est infranchissable. Un obstacle ne va servir qu'à gagner du temps. En fait, la véritable question, c'est combien de temps les Allemands vont pouvoir gagner et est-ce qu'ils vont réussir à faire monter à temps leurs réserves sur la ligne de front. Fabrice, comment les choses peuvent se passer? Le but, c'est de bloquer, d'empêcher les troupes qui vont débarquer d'avancer, qu'elles progressent rapidement, de manière à pouvoir renvoyer derrière une réserve blindée. Il y a tout un débat chez les stratèges allemands. Rommel, Schweppenburg, il y a 2 options. Est-ce qu'il faut tout regrouper dans une seule force armée qu'on lancera tout d'un coup dans une direction, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des petites unités proches? Donc
C'est un débat qui n'a pas été totalement tranché. Mais les Allemands savent que les Anglais débarquent, parce que je suis désolé de le dire, il n'y a pas eu que Dieppe, il y a eu le débarquement des Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale. Et avant ça, nous, Français, on les a connus sous Napoléon, les débarquements anglais. Et on en a connu encore même, tenez, pendant la guerre de 100 ans. Donc, croyez-moi, les Allemands savent que les Anglais veulent débarquer. En tout cas, il va falloir, on voit les images du courage et de l'héroïsme pour franchir ces plages. Alors, nouvelle alerte info, on m'apprend à l'instant, on m'indique que nous venons de recevoir justement des images d'Hitler. On va les découvrir ensemble. Est-ce qu'on a ces images? Oui, me dit-on. On y va. La Kaltenhaus, autrement appelée Nid d'Aigle, a été construite spécialement pour Adolf Hitler. Perché à 1800 mètres d'altitude, il faut emprunter des routes escarpées à travers la forêt pour y accéder. Le bâtiment surplombe la montagne et le plateau d'Obersalzberg, à 6 km de Berchtesgaden. C'est ici que le 3 juin s'est déroulée la réception du mariage de Margaret Braun, la sœur d'Eva, la maîtresse du Führer, avec l'officier de liaison SS, Hermann Fegelein. Un grand repas a été organisé auquel ont assisté en tant que témoins Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Martin Bormann. Fegelein a donc fait son entrée dans le cercle très intime du dictateur nazi. On sait que le refuge de Berchtesgaden est devenu un centre de pouvoir pour Hitler. C'est l'écrivain Dietrich Eckart, l'un des premiers fidèles d'Hitler, qui lui a fait découvrir ces massifs bavarois à une vingtaine de kilomètres de Salzbourg. Hitler a depuis acheté le petit chalet du Berghof et entrepris des travaux colossaux pour y loger une partie de son état-major et des casernes de SS. Depuis le début de la guerre, Adolf Hitler, qui n'a jamais aimé Berlin, y aurait passé environ 19 mois. C'est un privilège rare pour quelques proches collaborateurs ou amis d'y être invités. Hitler se sent bien dans sa résidence alpine, où il peut réfléchir calmement à l'avenir du Reich, loin de l'agitation berlinoise. À l'heure où nous parlons, nous ne savons pas si le Führer est au courant des événements que nous vivons. Est-ce qu'il est possible qu'il ne soit pas au courant de ce qui se passe? Commandant Laurenceau. Il est loin de Berlin, il est loin des états-majors. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a pas mal de chefs allemands qui ne sont pas sur le terrain aujourd'hui. Et c'est très problématique. En tout cas, moi, si j'avais ce problème-là, je m'inquiéterais de ne pas avoir mes chefs à leur position. Il a pris trop de pouvoir, Hitler, vis-à-vis de ses généraux et de ses maréchaux. On dit qu'il décide de tout et qu'il interfère dans les décisions des uns et des autres au sein de l'état-major. Il a dit surtout, il a déclaré à ses généraux que c'est lui qui déciderait, et lui seul qui déciderait s'il faut engager les blindés. Donc s'il n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer, ça va être compliqué. À noter que les ambassadeurs en France qui l'ont rencontré considèrent que c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on le contrarie. Et il est possible que même si certaines personnes sont au courant de ce qui est en train de se passer cette nuit, beaucoup n'aient pas osé aller en première ligne pour lui dire que le débarquement avait lieu et qu'éventuellement les choses ne se passaient pas forcément le mieux pour lui. C'est un caractère, on l'a remarqué dans ses discours, qui est assez entier et qui ne supporte pas qu'on lui résiste et qui ne supporte pas de perdre. Mais c'est un dictateur complètement fou, ce Hitler. Enfin, quand même, pour les Allemands, non. Pour les Allemands, c'est quand même un génie. Il est populaire en Allemagne. Il a encore une très forte popularité. Alors évidemment, la guerre se déroule de manière peu favorable pour l'Allemagne depuis, en gros, Stalingrad. En gros, depuis le mois de février 1943, il y a eu un petit changement dans l'atmosphère. Mais il reste quand même le décideur final. Et quand même, il faut le dire, les généraux dont on parlait, les généraux allemands, eux-mêmes sont, d'une certaine manière, peu actifs. D'après ce qu'on sait, il n'y a pas eu de grandes réunions d'état-major décidées. Autour de von Rundstedt, qui est un des responsables, il n'y a pas non plus de mouvements phénoménaux. Donc, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que Hitler qui soit responsable. Vous parliez, pardon, commandant Audrey, vous parliez du personnage intime. Il paraît qu'en Allemagne, personne ne sait qu'il a une maîtresse, en l'occurrence Eva Braun, on l'a découvert à l'image. Pourquoi ce secret? Il paraît que c'est parce qu'il veut conserver l'idée du culte de la famille, c'est ça? C'est plus que ça, c'est parce que pour Hitler, il n'a qu'une fiancée, c'est l'Allemagne. Il l'a dit, c'est même un mot d'ordre, et il le répète. Donc, il essaye de montrer qu'il se dévoue corps et âme à la patrie. Donc, les Américains le savent. Nous, les Français, nous en avons entendu parler, mais les Allemands ne le savent pas. Les Allemands le savent peu. Les cercles dirigeants le voient vivre au quotidien, donc ils le savent. Que ce soit des Göring, Goebbels, Himmler, les hauts responsables du Troisième Reich sont au courant de tout ça. Mais par contre, on essaye d'être discret vis-à-vis de la population. D'ailleurs, le résumé, puisque le maréchal Pétain avait le travail famille-patrie, le résumé allemand, c'est Kinder, Kirche, Küche, c'est-à-dire les enfants, l'église et la
cuisine. Pour les femmes. Et pour les femmes, évidemment. C'est le programme pour les femmes. Et il faut dire que tous les ans, il y a des actualités de propagande. J'en ai vu moi-même qui sont passées sous le manteau, où on met en avant Magda Goebbels, la femme de Goebbels, qui a quasiment un enfant tous les ans et qui doit être un exemple de mère modèle, c'est-à-dire qu'il y a aussi la nécessité pour l'Allemagne d'avoir une forte politique démographique, d'avoir beaucoup d'enfants. Magda Goebbels est l'exemple même, et on voit souvent Hitler apparaître avec elle. Comme si c'était une espèce de couple qui symboliquement devait incarner ce qu'on doit faire dans sa propre vie, et on sait qu'il y a des incitations pour la naissance des enfants et que les enfants sont les choses essentielles. Et on va retourner dans quelques secondes en Normandie parce qu'on me dit que les choses sont en train d'évoluer très, très vite. Commandant Ulrich, peut-être juste un mot sur ce que pense Hitler de ce débarquement. On sait qu'il a la conviction qu'il va avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Pourquoi ? Eh bien, pour eux, la meilleure option est de débarquer via l'endroit le plus court. Et le plus court, effectivement, c'est entre le Pas-de-Calais et Douvres en face. Ça permet d'avoir des boucles logistiques. C'est simplement une logique géographique. Une logique de boucle aussi logistique. Plus vos boucles sont courtes entre votre lieu de départ et votre lieu d'arrivée, et plus vous êtes en position de force, on va dire, face à l'ennemi. Fabrice. Mais il y a aussi une façon d'observer. Ils observent ce qui se passe. Les Allemands, ils ont des avions qui survolent la Grande-Bretagne. Et il semblerait qu'il y ait des troupes qui sont massées de l'autre côté du Pas-de-Calais, prêts à débarquer. Et pour juste dire, il y a quand même un général allemand qu'on a déjà cité, Rommel. Rommel a dit le 22 avril 1944 que si les Alliés débarquaient, pour les Allemands comme pour eux, ce serait le jour le plus long. Commandant Laurenceau. Je reviens moi et sur après, on repart en Normandie. Le fait qu'ils ne soient pas encore réveillés, ça montre aussi qu'il y a vraiment le doute chez les Allemands. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vraiment le débarquement. Et Hitler, en plus, lui-même avait dit à ses généraux, tout débarquement allié sera précédé par une diversion. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que les états-majors allemands cherchent à savoir, c'est est-ce qu'on est sur la diversion ou est-ce qu'on est sur le vrai débarquement ? Il y a encore, à l'heure où l'on se parle, une incertitude entre le Pas-de-Calais, le nord de la France et les plages de Normandie. On va évidemment continuer à suivre ensemble ce qui se passe dans cette édition spéciale. C'est vraiment l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Il est maintenant 2h du matin, nous sommes évidemment le 6 juin 1944, bienvenue si vous nous retrouvez sur France 2. Un débarquement allié en Normandie, c'est donc a priori l'hypothèse qui semble se confirmer. Voici les éléments dont nous disposons à ce stade. Il y a une activité militaire dans le nord de la France qui a un caractère et une ampleur exceptionnelle. Est-ce que ce à quoi on est en train d'assister n'est que les prémices d'un véritable débarquement ou est-ce que c'est une opération de diversion ? On confirme à l'instant qu'il y a bien des largages très importants de parachutistes, de vrais parachutistes. Les unités américaines ont atterri dans le Cotentin. Les forces anglo-canadiennes, elles, ont été larguées à une centaine de kilomètres plus à l'est. Impossible de savoir pour l'instant si Adolf Hitler a été mis au courant ou non de ce qui se passe. Rommel a dit le 22 avril 1944 que si les Alliés débarquaient, pour les Allemands comme pour eux, ce serait le jour le plus long. Et on vous retrouve, Mathieu, vous êtes toujours dans la zone de Ranville, je crois, où la situation est absolument chaotique et très dangereuse. Oui, c'est très tendu et donc je me suis abrité dans une maison de Ranville et juste avant cela, j'ai pu échanger avec les soldats parachutistes dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous confirme que ce sont des Britanniques. Ils ont le visage noirci pour se camoufler. Ils ont pris position dans le village et ils tiendraient également, et ça c'est important, 2 ponts voisins sur le canal de Caen et l'Orne. Aucune information en revanche sur leur mission ni sur leur nombre. Ils n'ont pas voulu me le préciser. Et attendez, depuis la fenêtre où je me trouve, j'aperçois je crois que ce sont des planeurs qui se posent au nord du village. Il y en a des dizaines. Et c'est assez étonnant. Ces planeurs, ils s'ouvrent en deux pour décharger leur matériel. Ils livrent des véhicules, des jeeps et des canons. Merci Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas là aussi à revenir vers nous si vous avez des informations complémentaires. Mon commandant Laurenceau, des planeurs gigantesques avec à l'intérieur des jeeps, du matériel. Vous aviez déjà vu ça, vous ? Oui, alors ça s'est fait par le passé, ça s'est fait en Belgique, ça s'est fait en Crète. Là, ce qui est très étonnant, c'est que les Alliés, c'est la première fois a priori qu'ils l'emploient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait référence à ce que je vous disais plus tôt, c'est que les parachutistes ont besoin d'être renforcés rapidement en armement lourd. A priori, c'est ce qui est en train de se passer. C'est un bon signe. En tout cas, ça voudrait dire que les Alliés sont là pour rester. Des planeurs, c'est quoi l'avantage des planeurs, commandant Ulrich ? Les planeurs, c'est que c'est léger, c'est discret, c'est très silencieux, donc ça permet d'infiltrer rapidement derrière les lignes ennemies des hommes, du matériel. C'est par rapport à des avions classiques qui ont besoin d'une certaine longueur aussi pour se poser. Ils peuvent s'arrêter sur une distance plus courte, c'est ça ? Sur une distance plus courte qu'un avion classique et sur des terrains plus sommaires également.
Et à l'intérieur, Mathieu le disait, c'est ce que vous confirmez, commandant Laurenceau, beaucoup de matériel. Ça semble accréditer l'idée d'une opération de très très grande ampleur, Nathalie. Un de vos collègues, commandant, me disait que un des problèmes, c'était les armes, le passage des armes, et que les bardas que pouvaient avoir des soldats qui traversaient la Manche et qui débarquaient, c'était aux alentours de 40 kilos. Donc, c'était déjà le maximum au risque de se noyer et qu'il fallait les approvisionner en armes par une autre voie, de manière à ce que ce soit rendu possible. C'était du moins quelque chose qui les inquiétait et qui n'avait pas été totalement tranché. Pardon Nathalie, j'apprends aussi de la part de l'un de nos correspondants dans le Pas-de-Calais qui nous indique à l'instant que des bandelettes réfléchissantes ont été retrouvées dans plusieurs zones du Pas-de-Calais, donc larguées visiblement par avion. Ce sont des leurrs, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ça? Là aussi, ce sont des leurrs. À quoi ça sert, ça, des bandelettes réfléchissantes? Là, ce sont des leurrs, mais radars. Pour les radars, oui. Ça va véritablement former plein d'échos sur les écrans radars des opérateurs allemands. Donc ils vont se retrouver saturés d'échos radars. Ils ne vont pas pouvoir faire la distinction entre ces leurrs et des véritables appareils. Donc des leurrs dans le Pas-de-Calais, de vrais parachutistes sur les plages normandes, et puis ces planeurs. Il y a peu de doute maintenant, commandant Laurenceau. Il y a peu de doute et je pense que là, très clairement, l'objectif, c'est de faire croire en tout cas qu'un débarquement est possible à deux endroits différents. Et donc, en tout cas, moi, si je faisais ça, ça serait pour que les Allemands qui sont dans le Pas-de-Calais restent dans le Pas-de-Calais en cas de débarquement. Oui. Donc, il y a clairement l'objectif de fixer les Allemands à deux endroits différents. Alors, on va faire un détour, on va continuer d'en parler évidemment et de suivre ce qui se passe. On va faire un détour par l'Ain, au château de Tourvéon, à Collonges, au Mont d'Or, où le maréchal Pétain passe la nuit, après un déplacement dans la région de Lyon, on l'évoquait tout à l'heure. C'est vous qui suivez cela pour nous, Étienne Prigent. Est-il au courant, le maréchal Pétain, de la situation ? Bonsoir, écoutez, le chef du régime de Vichy est actuellement au château de Tourvéon. Derrière moi, impossible de s'approcher plus près, mais toutes les lumières semblent éteintes. À première vue, aucune activité notable. Et ce silence contraste en fait avec la séquence de propagande à laquelle nous avons pu assister hier. Philippe Pétain s'est rendu à l'hôpital de Grange-Blanche, à Lyon, au chevet des victimes d'un bombardement attribué aux Alliés. Une manière, on le sait, de retourner la population au bénéfice de l'occupant allemand. Alors Étienne, que dit-on dans l'entourage du gouvernement de Pétain sur ces bombardements qui sont en cours en Normandie? Que dit-on? Eh bien, d'après nos informations, leur intensité augmente considérablement, principalement dans le Pas-de-Calais, des attaques aériennes qui frappent entre autres des aérodromes militaires, des routes stratégiques, des gares de triage essentielles au transport de marchandises et de troupes, mais aussi des usines liées à l'effort de guerre allemand. On compte, c'est vrai, de nombreuses victimes civiles, mais pas autant que voudrait le faire croire Vichy. Merci Étienne. Question simple, Nathalie. Si ce débarquement se confirme, que les Alliés progressent, quel sort sera réservé à Pétain? Probablement, d'abord, les Alliés ont annoncé de toute façon ce régime était absolument illégitime, nul et non avenu. Donc on ne peut pas imaginer une seconde que les choses se maintiennent ainsi. Après, y aura-t-il fuite du maréchal Pétain ou restera-t-il On rappelle là où que il c'est est Pétain qui a signé l'armistice avec les Allemands en 40, le 22 juin. Exactement. Il faut quand même rappeler que le maréchal a 88 ans. Oui. Et que c'est donc un homme âgé. Et il faut rappeler également que loin de s'inquiéter de la suite, il a rappelé que c'était les Alliés qui avaient bombardé en appelant à déplorer ces massacres. Il a demandé également à ce que les maquis soient détruits. Donc pas du tout d'ombre d'une inquiétude ou de quelque chose, ou d'un discours qui serait en retrait par rapport à tout ce qu'on en a entendu pendant la guerre. Il maintient et il garde sa ligne. Et on sait qu'il y a des choses terribles qui se sont passées aussi, Fabrice. Des rafles ont été organisées par le gouvernement qu'il dirige. Mais totalement. Il a devancé l'appel des Allemands, régulièrement. Des rafles de Juifs. Oui, effectivement, il y en a eu plusieurs. En 1942, une a été très importante et très connue dans la région parisienne, la rafle du Veldiv. Et effectivement, ces déportations de masse inquiètent la population. Elles ont créé, m'ont dit un certain nombre de gens qui travaillent pour la censure et qui donc lisent les lettres des Français, eh bien elles ont créé un premier choc. Et c'est vrai que depuis 1943, beaucoup de gens critiquent le gouvernement du maréchal, même s'il y a une dimension sur laquelle il a une forme de sympathie, c'est autour des bombardements. En fait, apparemment, ce que dit la propagande Vichy sur les bombardements touche une partie de la population française qui s'en émeut. J'ajoute qu'il est à l'origine d'une forme de propagande, c'est-à-dire que celui qui a inventé la notion de voyage officiel, c'est-à-dire je vais quelque part, j'emmène une caméra, je montre, je défile, je montre la ferveur, c'est lui.
Et c'est ainsi qu'on a eu pendant toute la guerre, et là, peut-être encore après, je ne sais pas comment ça sera fait, mais des magazines d'actualité systématiquement aux actualités des scènes de liesse, et quelque chose qui est entièrement forgé pour structurer l'opinion. On retrouve Nicolas Châteauneuf qui nous a rejoint sur le plateau. Merci d'être là, Nicolas. Bonsoir à vous. Vous avez des informations notamment sur les capacités militaires des Alliés. C'est une information importante. Quelles sont-elles côté Alliés, justement ? Oui, on va commencer par eux. Alors actuellement, on estime qu'au moins 2 millions de fantassins sont rassemblés dans le sud de l'Angleterre pour cette opération. Les 2 principaux contingents, eh bien, ils sont sans surprise américains et britanniques, avec également des Canadiens, quelques Français également, et puis des soldats de 8 pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou la Pologne. Et si un débarquement devait avoir lieu, eh bien, les Alliés pourraient mobiliser dans un premier temps 150 000 hommes environ. Cette force pourrait être escortée par 1200 bateaux de guerre et transportés par 4200 barges et navires, alors qu'en face, les Allemands n'ont que quelques dizaines de navires dans la zone, principalement, vous voyez, comme on le voit ici, des vedettes rapides. L'opération alliée, eh bien, elle pourrait être appuyée par 11 500 avions, des planeurs, des chasseurs, des bombardiers, on l'a dit. Et puis, là encore, la Luftwaffe ne peut aligner que 438 chasseurs en état de marche. C'est dingue, c'est complètement colossal les chiffres que vous donnez, Nicolas. Du côté allemand maintenant, on évoquait tout à l'heure le mur de l'Atlantique. Combien d'unités sont stationnées en ce moment sur les côtes? Est-ce qu'on le sait? Alors à terre, les Allemands disposent de forces assez importantes sur le papier. En France, la Wehrmacht peut s'appuyer sur 800 000 soldats et 1500 tanks. Certains modèles d'ailleurs de ces tanks, comme le Tigre que vous voyez ici ou le Panther, sont largement supérieurs, mais pas sûr que cela suffise face aux 10 000 blindés alliés. Les forces allemandes sont réparties sur tout le territoire français. Mais face aux demandes répétées de ces généraux, Hitler a accepté d'envoyer des renforts en Normandie, sans dégarnir, vous l'avez dit, le Pas-de-Calais, où il attend donc le débarquement. Il y aurait donc environ 350 000 soldats allemands dans le nord-ouest, dont 50 000 environ pour défendre les plages. Il faut aussi noter, vous voyez ici en rouge, la présence de 6 divisions blindées qui sont dans la zone, qui sont prêtes à réagir très rapidement. Toute la zone est théoriquement sous le contrôle du maréchal Rommel, cet homme, mais la chaîne de commandement avec Berlin est compliquée, vous l'avez dit. Il a passé ces derniers mois à renforcer le fameux mur de l'Atlantique, un ensemble de défenses, de positions fortifiées, d'obstacles de plage. Une chose est certaine, Julien, les Alliés ont vraiment le contrôle des airs et de la mer. Merci Nicolas, on vous retrouve tout au long de cette soirée exceptionnelle évidemment. Et justement, on va découvrir des images, quelques images inédites de cette concentration de forces militaires. On regarde. Du côté allemand, 2 armées commandées par le maréchal Rommel sont déployées sur le littoral du nord de la France. Les divisions d'infanterie faiblement motorisées forment un premier rideau défensif le long de la côte, en s'appuyant sur les différentes constructions du mur de l'Atlantique. Composées de jeunes recrues et de vétérans du front Est, elles sont chargées de fixer les assaillants pour permettre à la réserve blindée de converger vers le front. Ce deuxième rideau défensif mobile s'appuie avant tout sur les chars, pièces maîtresses de l'échiquier militaire allemand. Les différentes batteries d'artillerie côtière doivent contribuer à tenir à distance les navires de guerre des Alliés. De l'autre côté de la Manche, les Alliés, eux, ont organisé depuis avril 1942 le rassemblement des forces militaires nécessaires à l'ouverture d'un nouveau front en Europe. Des centaines de convois d'hommes et d'équipements ont traversé l'Atlantique pour rejoindre les bases militaires créées en Grande-Bretagne. Chars, canons, avions ou navires sont stockés par milliers en prévision de la plus importante opération amphibie de l'histoire. Une impressionnante concentration de forces militaires qui ne passe pas inaperçue aux yeux des espions allemands. Mais le secret autour du lieu choisi pour aborder le continent européen reste lui bien gardé. Les Alliés sont les seuls à savoir le lieu et la date choisis pour ouvrir ce nouveau front en Europe. Et il semble que ce débarquement soit en cours. C'est tout l'objet de cette édition spéciale. Messieurs, cela fait, et Nathalie, ça fait 4 ans que la France est maintenant occupée. Est-ce que les forces allemandes ont toujours la même capacité de réaction ? Commandant Ldry. Écoutez, ça a été évoqué, les chars allemands sont une pièce maîtresse dans leur capacité de réaction, cette réserve blindée dont on a parlé plus tôt. Oui, mais je vous pose la question parce que la 15e armée, qui représente plus de 100 000 hommes, elle est en ce moment stationnée dans le Pas-de-Calais. Et pas sur les plages normandes. Or, le débarquement semble plutôt se diriger vers les plages normandes. Alors, difficile à dire pour l'instant. Il y a beaucoup d'événements dans le Pas-de-Calais, sur les plages de Normandie. On ne sait pas trop. Donc, est-ce que la meilleure solution, finalement, c'est pas de vous pensez garder qu'il y a encore ces chars un doute, vous, entre les deux zones ? Pour l'instant, il est encore difficile de se prononcer. Donc,
Peut-être que l'option de garder les chars un peu à la poignée de l'éventail, si vous voulez, prêts à intervenir sur les deux fronts, est peut-être la plus prudente. On ne sait pas. Le vrai problème, c'est que si vous éloignez trop les chars du premier rideau défensif, qui est un rideau en fait statique, qui n'a pas vocation à manœuvrer, si vous les éloignez trop, vous avez bien entendu, il y a une supériorité aérienne telle qu'en fait, ils n'arriveront jamais à arriver sur les plages. Donc il y a tout intérêt à les rapprocher au plus proche des côtes, parce que sinon, en fait, les blindés ne serviront pas. Pardon, est-ce que les Allemands peuvent avoir des armes secrètes? On se souvient pendant la Première Guerre mondiale, les armes chimiques, notamment sur le front. Est-ce qu'ils peuvent avoir des armes secrètes là en cas de débarquement? Des armes chimiques, probablement. En tout cas, c'est une crainte. Et il est très probable que les forces alliées se soient préparées à ce que sur les plages, il y ait un risque chimique. L'autre point, c'est les fameuses armes de représailles qui sont en développement. Les alliés le savent. Ils ont les V2, c'est ça dont vous parlez? Les V2, les V1, c'est toutes ces fusées, ces systèmes qui ont très grande portée. Pour que chacun comprenne, des missiles balistiques hyper puissants à longue portée. Exactement. Les Allemands ont investi il y a maintenant 10 ans, je crois, sur cette technologie, mais pour l'instant, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus, c'est en développement. Il y a eu des tests, on sait qu'il y a eu des tests, on sait que ce n'est pas encore très concluant, et on sait surtout que les Alliés ont fait un très gros effort de bombardement de ces sites pour à la fois les empêcher de se développer, et puis pour que ça ne puisse pas avoir un effet de masse tel que les Allemands le voudraient. Oui, depuis 1929, j'ai retrouvé la date, les Allemands ont investi. Étienne. Non, mais simplement, question de Béotien, si les Allemands décidaient de déplacer leur division du Pas-de-Calais vers la Normandie, est-ce que ce serait à la fois efficace, et est-ce qu'en termes de temps, ce serait réalisable? Même si la moitié seulement de cette 15e armée arrivait dans le secteur de la Normandie, il créerait un rapport de force que peut-être les Alliés ne seraient pas capables de contenir dans les premiers jours de l'offensive. En tout cas, l'information de ces milliers de parachutistes qui sont en train d'être largués en ce moment sur les plages normandes est en train de se propager. À Moscou, on vous retrouve, Anne Poncinet. Quelles sont les réactions au Kremlin de ce qui est en train de se passer ? Écoutez, a priori, Joseph Staline se trouve derrière moi au Kremlin, mais nous ne connaissons pas encore sa réaction. Selon nos sources, il a été informé ces jours derniers de l'imminence de l'opération Overlord, une opération dont en réalité il discuterait avec les Alliés depuis des mois, depuis la conférence de Téhéran à la fin de l'année dernière. À cette occasion, aurait été conclu un accord avec Churchill et Roosevelt au sujet d'une prochaine offensive alliée sur deux fronts, la Méditerranée et la Manche. Alors, est-ce que c'est à ça qu'on insiste cette nuit? C'est encore un peu trop tôt pour l'affirmer. Et Anne, pourquoi dit-on que ce serait une bonne nouvelle pour les Soviétiques et Staline? Oui, Joseph Staline demande depuis très longtemps l'ouverture de ce qu'on appelle ici le Vtaroy Front, le deuxième front, pour soulager le front de l'Est où l'armée soviétique aurait déjà perdu plus de 6 millions d'hommes. Et selon nos informations, après ce débarquement, si c'est bien de ça qu'il s'agit cette nuit, l'armée soviétique devrait à son tour lancer une nouvelle offensive sur le front de l'Est, une énorme offensive avec plus de 2 millions d'hommes. Évidemment, nous ne savons pas où, mais toujours avec la même logique d'affaiblir les nazis en les obligeant à diviser leurs troupes sur plusieurs fronts. Merci Anne. Anne Poncinet vient de nous donner une information extrêmement importante. Cette opération serait même baptisée Overlord. C'est la première fois qu'on entend ce mot ce soir. Oui, c'est vrai ce qu'avait dit Nathalie. C'est une opération qui a été prévue depuis Téhéran, depuis la conférence de Téhéran entre les grands dirigeants alliés. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que les Soviétiques... Ça avait été planifié à ce moment-là? En tout cas, ça a été demandé par Staline et puis les Alliés ont accepté d'ouvrir un deuxième front massif parce qu'il y avait eu déjà le débarquement en Afrique du Nord. Mais la question qui est posée là, c'était de soulager les Soviétiques qui ont eu quand même des batailles, mais énormes. On a parlé de Stalingrad. Stalingrad, c'est une bataille qui va coûter énormément d'hommes à l'armée allemande, mais à l'armée russe aussi. Et une deuxième bataille, comme la bataille de Kursk, c'est des batailles qui coûtent cher. Stalingrad, 2 millions de morts. 2 millions de morts. C'est une bataille qui a duré plus de 6 mois, qui a été terrible. Exactement. Qui s'est finie au corps à corps dans les rues de la ville. Avec des prisonniers allemands en masse, parce qu'ils ont finalement, l'encerclement soviétique a fonctionné. Les Allemands ont été obligés de se rendre, y compris leur général en chef, le maréchal Paulus, qui désormais est prisonnier des Russes et même plutôt partisan de s'opposer à l'Allemagne. On dit que c'est aussi Staline et cette bataille de Stalingrad et cet engagement des Soviétiques dans la guerre qui a incité les communistes français à s'engager dans la résistance. Est-ce que c'est vrai? Ça fait plus que les inciter. C'est-à-dire que d'abord, à partir du moment où il y a eu la bataille de Stalingrad, la France a Parce que dès 40, il y avait quand même des communistes dans la résistance. Je vais vous reprendre dans l'ordre de ce qu'on en sait. Et c'est un savoir assez frais.
au début de la guerre, le pacte germano-soviétique surprend absolument tout le monde, notamment les communistes. C'est donc un accord entre les Allemands et l'URSS pour lutter contre ce qu'ils appellent la guerre impérialiste. Donc à ce moment-là, le Parti communiste, qui est aux ordres de Moscou, et ça, on a de multiples preuves... Ne choisit pas. Ne choisissent pas. Enfin, ils choisissent de ne rien faire. Donc à ce moment-là, ils sont interdits en France. Et il faudra attendre la rupture du pacte germano-soviétique, qui est le fait des Allemands, puisqu'ils interviennent en Russie, pour que les communistes regagnent le giron de la résistance. Je vous rappelle qu'un des principaux chefs du Parti communiste a passé, jusqu'à aujourd'hui, lui, il y est encore, Maurice Thorez, il est à Moscou. Et il a suivi les ordres du début jusqu'à la fin. On dit aussi, Étienne, commandant Laurenceau, que cette bataille soviétique, cette bataille de Stalingrad, ça a été un coup de massue pour l'opinion publique en Allemagne. Oui, parce que l'armée allemande jusque-là était relativement déclarée invincible, en quelque sorte, et c'est sa première grande défaite, et elle survient à un moment, et en 1942, où il y a d'autres défaites, des forces de l'Axe à la fois dans le Pacifique, à El Alamein, etc., et donc un début d'affaiblissement qui d'ailleurs booste considérablement le moral de la résistance dans notre pays. Alors, un détour avant de retourner en Normandie sur la situation qui évolue aussi en Italie. L'Italie qui vient d'être libérée justement par les Alliés après le débarquement en Sicile l'an dernier, en juillet 1943. Ça y est, Raphaël Chapira, vous êtes notre correspondante sur place. Rome a été libérée ? Eh bien, imaginez que la capitale, Rome, a été libérée il y a seulement 2 jours par les troupes américaines et britanniques. Et cela vous donne une idée de la lenteur de la progression. Les Allemands ont établi une ligne de défense très solide, dont le verrou se situait à Monte Cassino. Et pour le briser, eh bien, il a fallu la participation des troupes du corps expéditionnaire français libre, dont la moitié est issue du Maghreb, aux côtés d'autres combattants alliés, des Espagnols antifranquistes et surtout des Polonais. Qui dirige l'Italie désormais ? Comme la France, en fait, l'Italie a 2 gouvernements, avec d'un côté le roi, qui gouverne avec les Alliés, et de l'autre, le régime collaborationniste fasciste de Mussolini. Mais c'est un peu difficile de répondre parce que ces jours-ci, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu la confusion. Le pays se trouve dans un moment de bascule. Ce que je peux vous dire, c'est que partout où ils sont arrivés, encore avant-hier, ici même à Rome, les Alliés ont été accueillis dans la joie, leur passage donnant lieu à des scènes de liesse. Et à contrario, les Allemands semblent réduits à une occupation par la force, commettant chaque jour de nouvelles exactions. Mais les fascistes sont toujours là, autour de Mussolini, qui s'est réfugié près du lac de Garde, dans la petite ville de Salo, les pouvoirs du Duce semblant se réduire de jour en jour. Dernier élément, Raphaël, les troupes allemandes sont-elles encore présentes dans le nord de l'Italie ? Alors on compte 23 divisions sous commandement allemand qui participent à la défense de l'Italie. C'est un effectif important qui a justement permis de retarder la progression des Alliés ici. Mais ce sont autant d'hommes qui feront défaut sur le terrain normand. Merci Raphaël. Et on nous annonce à l'instant une intensification des bombardements en Normandie, où l'on retrouve Luc Lacroix justement à Caen, devant l'abbaye aux Dames, où les services de médecine ont été installés, Luc. Oui, parce que l'occupant allemand a réquisitionné l'hôpital. Les malades, les civils, ont donc été transférés ici, et avec eux 62 bébés de l'assistance publique. Et je dois vous dire qu'il y a cette nuit une ambiance bien particulière. Comme d'habitude, les rues sont vides à cause du couvre-feu, mais au-dessus de nos têtes, vous l'entendez peut-être, des avions nous survolent en permanence. On entend aussi des détonations, le bruit bien particulier des défenses antiaériennes allemandes. Ces avions seraient donc des avions alliés. Au loin, on aperçoit aussi les lumières des fusées éclairantes. Elles servent à guider les bombardiers. Ça veut dire que Caen est l'une des cibles privilégiées des Alliés. C'est cela selon vous ? Caen, c'est bien sûr un verrou stratégique avant d'atteindre peut-être les berges de la Seine. Et puis, ces derniers temps, les Alliés ont largué sur la ville des tracts. Un habitant, dans le plus grand secret, m'en a confié un. Il l'avait trouvé dans la rue. Le voilà, les Alliés. Ils disent qu'ils vont accroître leur bombardement et ils conseillent aux habitants de se mettre à l'abri. Une infirmière me disait tout à l'heure que cette situation lui rappelait ce qui s'est passé à Rouen, où il y a déjà eu des bombardements alliés qui ont fait beaucoup de victimes civiles et des destructions. Ici, à l'abbaye aux Dames, il y a des cas, vous pourrez se mettre à l'abri, les malades et les enfants, mais pour l'instant, la décision n'a pas été prise. Bien, merci Luc pour ces précisions. Fabrice, c'est terrible ces images qu'on vient de découvrir, des villes
quasiment rasés par les bombardements alliés. C'est aussi ça ce qui va se passer dans les heures qui viennent? En tout cas, depuis 1940, la France a pris l'habitude de souffrir. Et heureusement que la défense passive a été organisée et que chacun sait dans quel abri il doit se rendre, parce que c'est vraiment, on a eu des bombardements absolument terribles. À Dunkerque en 1940, 1000 morts. À Nantes en 1943, 1247 morts. Je vous ai parlé tout à l'heure de Lyon et de Saint-Étienne, 700 000 morts à chaque fois. Donc il y a une inquiétude et il faut rappeler aux Français de se rendre quand il y a les signaux d'alerte dans les caves. Il ne faut pas rester dans les appartements, pas rester dans les maisons parce qu'ils risquent leur vie. Alors on va revoir, si vous le voulez bien, ces tracts. C'est une information importante, des tracts qui ont été parachutés sur les côtes françaises, dans les villages, dans les villes, dans les communes. Commandant Laurenceau, est-ce que là aussi, stratégiquement, ça n'est pas un indice que donnent les Alliés à leurs ennemis allemands ? Si, absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a été largué sur une vaste zone. Si on parle d'un débarquement dans les prochaines heures, le temps que les Allemands réagissent, c'est beaucoup trop court pour eux. Et ça permet certainement pour les Alliés de sauver des centaines de milliers de vies en larguant ces tracts. Et on va retrouver Stéphanie Pérez en Bretagne, dans le Morbihan, entre Ploumlec et Saint-Marcel. Stéphanie, vous êtes sur place. Vous signalez aussi des parachutistes dans votre zone, c'est cela ? Alors pour des raisons évidentes de confidentialité, je ne peux pas vous dire exactement où je me trouve. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a ce soir énormément d'agitation autour de moi et de plus en plus de tensions depuis qu'on a retrouvé le corps d'un parachutiste, un caporal des forces françaises libres qui aurait été capturé puis abattu par les Allemands. Son unité a été larguée dans la soirée. On a bien vu un avion survoler la zone de Plumelec, sûrement à la recherche de repères. Mais les parachutistes ont atterri sur le moulin de la Grée, qui est un poste d'observation des Allemands. Soit les Alliés l'ignoraient, soit il s'agit d'une erreur de calcul de la zone de largage. Et d'autres parachutistes sont dans la zone, vous les avez vus ? Oui, des résistants nous disent qu'ils en ont vu d'autres, une trentaine environ de parachutistes qu'il a d'ailleurs fallu mettre à l'abri. Il s'agirait de soldats alliés, peut-être des Français en uniforme britannique. Peu d'informations filtrent pour le moment à ce sujet. Une chose est sûre, tout le monde ce soir, que ce soit du côté de la résistance ou du côté de l'état-major des FFI, est branché sur la BBC. Vous pouvez me suivre, regardez, tout le monde attend d'éventuelles instructions. Parce que la Bretagne, peut-être ce soir, s'apprête elle aussi à jouer un rôle majeur dans les opérations en cours. En Bretagne, mais aussi ailleurs en France. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de nombreux messages radio ont été envoyés ce soir à la résistance. Et d'ailleurs, ça dure depuis plusieurs jours. Nous les avons entendus, ces messages codés. Il fait chaud à Suez, les dés sont sur le tapis, ne faites pas de plaisanteries. Nous ne sommes pas en mesure de les interpréter, ces messages, mais une chose est sûre, ils s'adressent à plusieurs unités différentes de la résistance, peut-être à travers tout le pays. Et vous le voyez, certaines de ces unités sont d'ores et déjà sur le qui-vive. Est-ce qu'on peut imaginer les uns et les autres, merci à Stéphanie, que ces résistants ont déjà, ça y est, des missions, des rôles particuliers maintenant que les Alliés sont en train d'approcher ? Oui, clairement, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a en France des réseaux qui sont des réseaux directement connectés aux Alliés. C'est-à-dire que le SOE, les services secrets britanniques, ont des réseaux d'agents en France, on ne va pas se le cacher, hein. Et puis les Américains, avec l'OSS, ont aussi des réseaux de résistance en France, auxquels, sans doute, ils prennent des informations, mais sûrement, ils doivent donner des armes pour faire des opérations de sabotage, saboter des voies de chemin de fer, saboter des lignes téléphoniques aussi, parce que c'est important, éventuellement, de couper les communications des troupes de l'occupant allemand. On sait ce que c'est, ces missions ? Oui, aujourd'hui, c'est les informations, et ça l'a été pendant toute la guerre, c'est envoyer des renseignements, saboter les arrières, c'est-à-dire les trains, les voies ferrées. Et troisièmement, c'est cesser de travailler pour les Allemands. C'est-à-dire essayer de faire de l'obstruction, quitte à risquer sa vie. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'il y ait une espèce de sursaut national pour qu'on soit et activement et passivement hostile à toute l'Allemagne. Maintenant, il faut les allier. Ces images étaient très impressionnantes, hein, Julien. La détermination des hommes qui écoutaient Radio Londres, ou les informations qui leur parvenaient et qui se lèvent pour partir au combat, c'est quand même très impressionnant. Et on va retrouver Dorothée Olyric qui est avec nous en ligne depuis la War Room à Londres, où se trouve donc le Premier ministre Winston Churchill. C'est vraiment le centre de commandement souterrain de l'état-major britannique. Et vous nous confirmez, Dorothée, qu'il y a énormément d'agitation autour de vous.
Ah oui, effectivement, on n'a pas du tout l'impression d'être en pleine nuit. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Il y a des militaires qui accrochent sans cesse de nouvelles cartes pour rendre compte en temps réel des opérations, de la situation sur le terrain. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe concrètement derrière vous ? Ici, tout le monde est très attentif sur ce qu'il se passe en mer. En ce moment, plusieurs convois maritimes seraient en train de rallier un point de ralliement au sud des côtes de l'Angleterre. Alors, s'agit-il d'un exercice? Est-ce une diversion ou bien est-ce que l'offensive tant attendue a commencé? Impossible à dire. Ce qui est sûr, c'est que du côté de Plymouth et de New Haven, on a constaté une activité navale très importante, notamment au large de l'île de Wight. Et puis, nous sommes en contact avec un reporter qui a pu embarquer sur l'un de ces bâtiments de guerre. Eh bien, il n'est plus du tout joignable. Toutes les communications ont été coupées. C'est un signe certainement pas anodin. Activité très forte en mer et dans les airs. Est-ce que là aussi, vous avez des informations ? Alors oui, tout à fait. Depuis la tombée de la nuit, on voit de nombreux bombardiers, chasseurs alliés au-dessus de nos têtes. Il y a aussi des dizaines et des dizaines d'avions de transport. Vous savez, ce sont ces avions depuis lesquels on peut parachuter des centaines d'hommes. Enfin, si la décision est prise. Pour l'instant, tous ces avions se regroupent dans le ciel anglais avant de prendre la direction du sud, donc de la France. On devrait très vite en savoir plus. Et on va suivre ça évidemment. Merci Dorothée. Autre élément important qui vient de nous parvenir dans le déroulé des faits, c'est l'arrivée, donc vous l'évoquiez tout à l'heure Nathalie, c'est confirmé, l'arrivée du général de Gaulle à Londres. Il y a tout juste 48 heures, on sait qu'il a créé il y a quelques jours un gouvernement provisoire. C'est aussi un signe, avant d'avoir vos réactions, peut-être d'abord ces images qui nous parviennent, qui nous sont parvenues en début de soirée. En provenance d'Alger, le général de Gaulle a atterri à Londres il y a 2 jours. Il a répondu à l'invitation de Winston Churchill, quelques heures seulement après avoir composé le gouvernement provisoire de la République française, dont il a pris la tête. À Londres, il reçoit des honneurs officiels dignes d'un véritable chef d'État. Clôturant un accueil éminemment protocolaire, sous les yeux de nombreux photographes, une Marseillaise a été jouée. Les raisons de sa venue à Londres n'ont pas été évoquées. Depuis 1941, De Gaulle est parvenu à convaincre les Alliés d'employer des troupes françaises ayant refusé de servir le régime de Vichy. Des troupes qui se sont particulièrement distinguées lors des combats en Afrique du Nord, ainsi qu'en Italie. De Gaulle peut également compter sur plusieurs milliers de volontaires français ayant rejoint les forces françaises libres en Grande-Bretagne. Voilà, ce général de Gaulle qui est arrivé à Londres il y a 48 heures. C'est un signe, Fabrice Delmeda ? Oui, c'est un signe et Nathalie vous dira qu'il a rencontré, je crois, Winston Churchill. Quelles relations ont-ils d'ailleurs tous les deux? Alors, il y a des relations qui ont été fluctuantes parce que le général de Gaulle poursuivait un but, c'est-à-dire d'être l'incarnation de la résistance, d'être le symbole et de pouvoir après gérer le pays. Il s'en est jamais caché. Et les Américains et les Anglais avaient une forme d'axe. C'est-à-dire que Churchill avait dit plusieurs fois entre le grand large et les Européens, je dirais toujours le grand large. Le grand large, c'était les États-Unis. Donc il y avait un axe anglo-américain. Et de Gaulle essayait d'exister, de réagir, et il a réussi petit à petit à non pas se réconcilier, mais avoir des relations qui étaient avec des hauts et des bas avec Churchill. Il épuisait Churchill. Oui. Churchill disait qu'il avait des réactions absolument éruptives et qu'il ressemblait à un lama femelle surpris dans son bain. C'est absolument avéré, ça m'est revenu. Et on sait que Roosevelt l'appelle l'apprenti dictateur ou la prima donna. L'apprenti dictateur. Oui, les Américains se sont appuyés sur le général Giraud pendant la guerre, qui était plus flexible, et le général de Gaulle s'est battu pour s'imposer. Et il est arrivé, donc, vous l'avez dit, il y a 2 jours. Il est logé à l'endroit où il était logé quand il a fait l'appel du 18 juin, à Seymour Place. Et on l'a prévenu, et c'était pas gagné depuis le début. Ils ont accepté 2 jours avant de lui dire quoi et quand. Commandant Laurenceau. On peut y voir un signe aussi, c'est que finalement, il y a probablement peu de forces françaises qui sont engagées. En fait, s'il n'est pas convoqué, c'est qu'il n'a pas de troupes sous son commandement, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Et Nathalie, on a la confirmation. On a la confirmation. Vous avez la confirmation. Nous avons confirmation et j'ai eu quelques contacts hier que le général de Gaulle a effectivement vu Winston Churchill, que Winston Churchill, et il y a eu un combat avant, en se disant, est-ce qu'il ne faut pas lui dire au tout dernier moment, de peur qu'il y ait des fuites, ce qui prouve l'état de confiance qui peut régner entre les Alliés et la France. Et le général de Gaulle a été tenu au courant. Il a rencontré Eisenhower pour avoir des détails. Et comme ça,
le trio, si j'ose dire, du débarquement a été constitué. S'il s'agit effectivement de ce débarquement, en tout cas, cette hypothèse, De Gaulle était au courant. Et cette nouvelle alerte info qui me parvient à l'instant, une nouvelle dépêche qui m'arrive à Saint-Germain-en-Laye, au QG du maréchal qu'on évoquait tout à l'heure, qui supervise toutes les défenses allemandes. Il a été annoncé la fin de l'alerte, et il semble que le maréchal ait diffusé un message radio dans lequel il ne croit pas à un débarquement de grande ampleur. Ça veut dire que les Allemands, commandant Ulrich, n'y croient pas à ce qui est en train de se passer. Ça a été évoqué précédemment. Hitler l'a dit. Il est persuadé qu'il y aura une diversion avant le véritable débarquement. Donc, a priori, les Allemands ont fait leur choix entre les deux hypothèses. Donc, eux sont sur l'hypothèse d'une grande diversion. Von Rundstedt a dit ne nous emballons pas, ne vous emballez pas. C'est-à-dire, vous laissez pas prendre si c'est une ruse, quoi. Il n'est pas allé plus loin. En même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'on me dit qu'il appelle personne. C'est-à-dire que personnellement, il prend pas son téléphone pour appeler. Je suis un peu surpris de ça. Hitler n'est toujours pas au courant à l'heure à laquelle nous parlons. Apparemment, alors. Apparemment. Ce que semblent nous dire nos envoyés spéciaux. D'abord, Mathieu qui est toujours à Ranville, qu'on suit depuis tout à l'heure. Ça y est, Mathieu, vous nous l'annoncez. Le village vient d'être libéré. C'est l'un des premiers villages de France libérés. Oui, Ranville est libéré, je peux vous l'affirmer. Les Britanniques en ont pris le contrôle et les Allemands en sont rapidement partis. C'est un village en fait où ils dormaient pour travailler dans des sites de défense à proximité, mais ils n'étaient pas réellement organisés pour défendre Ranville. Et là, je suis aux côtés des habitants qui commencent à sortir dans les rues pour voir ce qui se passe. Je vous le répète, pour qu'on mesure ce qui est en train de se passer, Ranville est libéré. Merci Mathieu. Marc de Chalvon, vous êtes-vous à Saint-Lô, justement, non loin de là, devant le QG du 84e corps d'armée allemand. Est-ce que les Allemands, justement, ont conscience de ce qui est en train de se passer? Peut-on parler d'un vent de panique? De la panique, je ne sais pas. Il est très difficile de savoir ce qui se passe exactement derrière les grilles de ce château, mais il y a cette agitation, ce sentiment véritablement que la situation n'est pas maîtrisée comme elle devrait l'être. Est-ce que vous avez des nouvelles du général Marx? Figurez-vous que le commandant des forces allemandes dans la région avait prévu de faire un déplacement à Rennes dans la soirée pour une réunion avec d'autres officiers de la Wehrmacht, et il aurait, semble-t-il, annulé ce déplacement. Nul doute qu'il se tient informé et qu'il prend la situation très au sérieux. Merci Marc pour ces toutes dernières informations. Il paraît que ce général allemand, le général Marx, est l'un des seuls qui croit depuis le début à un débarquement allié en Normandie, dans le Cotentin, et non pas dans le Pas-de-Calais comme le pense Hitler. C'est le cas? Oui, effectivement. Effectivement, ce général est connu. C'est lui notamment qui participe à de nombreuses séances de Kriegspiel, jeu de guerre en fait, qui est une activité qu'on utilise quand on planifie une opération, qui est une sorte de simulation, si vous voulez, sur un grand jeu de plateau, où on va tester des hypothèses, tester des dispositifs pour voir un peu ce qui peut fonctionner, connaître les forces et les faiblesses de chacun. Et lui, effectivement, à chaque fois qu'il joue ce Kriegspiel, fait débarquer les forces alliées en Normandie. Commandant Laurenceau. Oui, après, oui, mais en même temps, il est le chef des troupes allemandes en Normandie, et donc il a tout intérêt à faire travailler ses troupes. En revanche, il ne fait pas que le jouer, il dit haut et fort qu'il lui faut des renforts parce que les Alliés vont débarquer en Normandie. Mais il fatigue un peu, il les fatigue un peu, ces hommes, parce que rien que sur le mois de mai, ils ont eu une trentaine d'alertes. C'est-à-dire pratiquement une alerte tous les jours. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il y a une forme de lassitude. À force d'attendre quelque chose qui ne vient pas, je ne suis pas sûr que les Allemands soient vraiment sur le qui-vive comme ils devraient l'être. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, moi je trouve qu'il y a une incohérence totale entre ce qu'on entend, les combats, un village libéré, et puis la fin de l'alerte. En fait, il y a une grosse latence de la communication, et il y a une grosse incompréhension sur ce qui est en train de se passer. Et rappelons-nous que Rommel est absent, ce qui certainement ne doit pas aider. Et Rommel est absent, c'est vrai. On apprend à l'instant, pardon, les informations se bousculent, on apprend à l'instant la mort du général allemand Wilhelm Fallet. Il vient d'être tué par des parachutistes alors qu'il rejoignait sa base de Picoville. C'est le premier, si ça se confirme, c'est le premier général allemand à disparaître dans les combats de Normandie. Une réaction les uns les autres? On vient de dire que Rommel est absent. Si les Allemands perdent en plus des généraux au combat, ça risque d'être très compliqué pour eux. Et on vous retrouve, Valérie Lerouge. On a réussi à rétablir la communication avec Berlin. C'est vrai qu'on avait envie de vous avoir avec nous ce soir. Est-ce que l'information est parvenue jusqu'à l'état-major allemand? Parce que c'est un coup de tonnerre ce qui se passe. Un coup dur, sûrement, Julien, mais pas de quoi ébranler le haut commandement ici à Berlin. Le maréchal von Rundstedt, qui dirige les opérations allemandes à l'ouest en France, se montre même très enthousiaste. Il affiche surtout l'incroyable succès de ses troupes à Picoville, où la Flak, l'artillerie antiaérienne, a déjà battu une douzaine d'avions ce soir et anéanti plusieurs centaines de parachutistes. Ces hommes font plus que résister dans le Cotentin, et c'est pour lui le signal évident que cette opération commando est vouée à l'échec.
Bien sûr. Merci Valérie. Alors ça n'est pas du tout ce que nous disent nos sources chez les Alliés, mais on va continuer à retrouver nos envoyés spéciaux. Sainte-Mère-Église notamment, on est avec Maryse. Maryse, on vous retrouve. Des coups de feu éclatent, je crois, en ce moment même sur la route entre Caen et Cherbourg. Oui, beaucoup de coups de feu ici à Sainte-Mère-Église et un incendie qui s'est déclaré pour une raison inconnue tout près de cette église. Le maire a d'ailleurs levé le couvre-feu pour que la population puisse prêter main forte aux pompiers. Et depuis, je dirais, à peu près 1h du matin, l'artillerie allemande tente d'abattre les nombreux avions qui survolent les environs. Un avion s'est d'ailleurs écrasé tout près d'ici. Vous voyez, c'est une situation assez tendue. On demande instamment aux habitants de surtout rester chez eux, à l'abri, dans les tranchées qu'ils ont éventuellement creusées dans leur jardin. Tout cela, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Est-ce que des parachutistes ont aussi été largués sur le village, sur la place du village ? Oui, une dizaine de parachutistes. Certains auraient été abattus par les Allemands. Et avec notre caméraman, nous avons pu voir furtivement 3 de ces parachutistes qui venaient d'atterrir. Ils semblaient se diriger vers cette église pour peut-être se mettre à l'abri ou rejoindre certains de leurs camarades. D'après nos informations, ils sont de nationalité américaine. Et le maire de Sainte-Mère-Église nous a raconté une histoire incroyable. Il a sauvé de la noyade l'un de ces parachutistes. Ce parachutiste était tombé dans une rivière et il était emporté par le poids de son équipement au fond de la rivière. Il a été sauvé. Et je crois que vous assistez à une autre scène incroyable, c'est ça Marie, c'est ce qu'on me dit ? Ah oui, c'est une scène saisissante et je vais demander à mon caméraman de bien vouloir vous la montrer. Il s'agit d'un parachutiste qui est accroché au clocher de l'église. Vous le voyez, il ne bouge pas du tout, il est blessé au pied, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Et auparavant, il y avait un deuxième parachutiste qui était accroché au clocher. Il a réussi à s'échapper en glissant sur le toit du transept de l'église. Vous voyez, c'est une situation très agitée ici avec des combats de rue dans ce village de Sainte-Mère-Église et un bruit assourdissant, je ne sais pas si vous l'entendez, à cause de cette noria, de ce balai d'avions permanent au-dessus de nos têtes. Merci Maryse, dingue ce qu'on vient d'entendre. C'est dingue, et le décalage entre cette ambiance totalement surréaliste sur les côtes normandes avec le calme qui semble régner à Berlin, on a le sentiment que les Allemands véritablement sont totalement aveugles de ce qui se passe. On est avec Ambroise Boulay, vraiment les choses sont en train de se bousculer. Il est devant Ambroise, bonsoir, devant le quartier général des forces navales alliées à Southwick House, et vous avez des informations précisément sur ce qui a été dit aux soldats au sujet de l'opération en cours. Racontez-nous Ambroise. Oui, regardez donc sur quoi j'ai mis la main. C'est une déclaration signée du général Eisenhower qui a été distribuée hier aux soldats. Voici ce qu'il leur dit. Vous êtes sur le point d'embarquer pour la grande croisade vers laquelle ont tendu tous nos efforts pendant de longs mois. Les yeux du monde sont rivés sur vous. Avec nos valeureux alliés, vous allez détruire la machine de guerre allemande et anéantir le joug de la tyrannie nazie. J'ai totalement confiance en votre courage, poursuit-il. Nous n'accepterons que la victoire totale. Bonne chance. Voilà assurément de quoi gonfler à bloc le moral des troupes. Et ces quelques lignes laissent penser que nous sommes en train de vivre un moment décisif. Merci Ambroise, c'est donc confirmé, c'est l'information de la soirée. Le débarquement allié a été lancé. C'est l'avenir du monde entier qui se joue sans doute en ce moment. Il est presque 6h du matin. Bienvenue si vous nous retrouvez sur France 2. C'est donc confirmé, le grand débarquement des Alliés a été lancé. On en a eu la confirmation. Voici les informations dont nous disposons. Des avions nous survolent en permanence. Il s'agit d'un parachutiste qui est accroché au clocher de l'église. C'est confirmé l'arrivée du général de Gaulle à Londres. De nombreux messages radio ont été envoyés ce soir à la résistance. Et vous le voyez, certaines de ces unités sont d'ores et déjà sur le qui-vive. On a le sentiment que les Allemands véritablement sont totalement aveugles de ce qui se passe. Nouvelle alerte info qui me parvient à l'instant, une nouvelle dépêche. Oui, Ranville est libéré, je peux vous l'affirmer. Les Britanniques en ont pris le contrôle et les Allemands en sont rapidement partis. C'est l'avenir du monde entier qui se joue sans doute en ce moment. Et
on est toujours sur France 2 avec nos invités, nos envoyés spéciaux. Mathieu, vous êtes nos yeux et nos oreilles sur place en Normandie. On vous retrouve par téléphone à Ranville, Bénouville. Et vous avez pu échanger, je crois, avec des confrères arrivés d'Angleterre, c'est cela ? Exactement, ces reporters britanniques, ils accompagnent les troupes d'assaut aéroportées. Ils ont donc été parachutés ou ils sortent des planeurs. Et ils m'expliquent qu'ils sont partis de la base de Tarrant-Rushton sur le sol britannique. Alors ils n'ont pas été informés de tous les détails, mais ils me confirment que c'est bien la grande offensive à laquelle nous assistons. Et ces Britanniques qui ont pris position dans ce secteur où je me trouve, ils doivent maintenant le protéger d'une contre-attaque allemande. Le point clé, c'est la défense des ponts de Ranville et de Bénouville. Il faut à tout prix éviter une contre-attaque allemande. Merci Mathieu, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on nous signale, alerte info à l'instant, des milliers de bateaux en approche des côtes normandes. C'est dingue, c'est imminent. Dans quelques heures maintenant, on verra arriver des soldats et ces bateaux sur les côtes normandes, commandant Laurenceau. Oui, exactement. Tout correspond en fait. Les marées, on a le phénomène météo qui est a priori en train de s'améliorer. Et puis, regardez ces images, les premières images qui nous parviennent de cette armada. Voilà, les alliés sont en train, les parachutistes a priori sont en train de sécuriser les points clés. Et donc ils ont préparé le terrain pendant la nuit aux bateaux et à la flotte d'invasion. Commandant Olry, vous étiez plutôt sceptique en début de nuit, en début de soirée. C'est confirmé, ils arrivent. Je pense qu'effectivement, là, maintenant, il n'y a plus de doute. Les Alliés, a priori, ont choisi la fenêtre météo, si tant est qu'elle soit assez favorable. Je ne pense pas qu'on soit sur une diversion. Effectivement, je pense que le doute n'est plus permis maintenant. Ça va être une bataille terrible, Fabrice Delmeda, ce qui s'annonce. Terrible, avec, comme toujours dans cette guerre, une préparation d'artillerie, des bombardements monstrueux, parce que c'est quand même ça qui va se passer. Et donc, il y a j'imagine l'inquiétude de ceux qui vivent dans la région. Il y a le désir d'être libéré, mais à quel prix l'avenir nous le dira. Des soldats et puis le courage de ces hommes qui vont, ces hommes qui vont débarquer. On a vu tout à l'heure ce que représentait le mur de l'Atlantique. Courage de ces hommes qui vont débarquer dans des conditions extrêmement difficiles, sous les bombes, avec des obstacles que l'on a présentés tout à l'heure. Des soldats qu'on annonce, des dizaines de milliers de soldats, peut-être des centaines de milliers, des Anglais, des Américains, des Canadiens. Et des gens qui ne connaissent pas la France, pour la plupart. Et d'autres pays. Ce sont des gens qui ont décidé, d'autres pays, des gens qui ont décidé de s'engager, de se battre, et pour aller libérer au nom d'un idéal, ce qui n'est pas forcément... Alors, ils ont une chance quand même, c'est que ça sous commandement du général Eisenhower, le général américain. Peut-il y avoir des Français parmi les soldats qui vont débarquer ? Sans doute, il y en avait à Dieppe. Il y en avait très peu à Dieppe. Hein. Il y en avait une quinzaine de fusiliers marins qui étaient engagés. Donc il est possible que des soldats des forces françaises libres soient présents. Mais l'ensemble, quand même, jouit d'un avantage quand même considérable, il faut le dire. Hein. Depuis le mois de février, l'aviation alliée domine le ciel. C'est-à-dire que, aussi bien pour les bombardements que pour les attaques de la chasse, ils ont quand même réussi à affaiblir énormément la Luftwaffe de Hermann Göring. Mon commandant. Je pense que ça ne fait pas de doute que des Français participent à une telle opération. Déjà, ils libèrent leur propre sol. Et l'armée française a reconquis ses lettres de noblesse pendant la campagne d'Italie. Si Rome a été libérée, c'est notamment grâce à eux. C'est la terrible bataille de Monte Cassino. Donc je pense que les Français ont toute leur place dans ce débarquement. Et on voit ces images, mais qui sont absolument incroyables, à bord des barges, à bord des bateaux, à bord des navires. Regardez ces images qui nous parviennent à l'instant au large des côtes normandes. Anaïs, on vous retrouve une nouvelle fois, car ça y est, Anaïs, le jour se lève dans quelques minutes. C'est un sacré pari tout de même que font les Alliés au vu de la météo. On l'évoquait en début de soirée, il y a beaucoup de vent en ce moment. Quelles sont les conditions précisément ? Et pourtant, nous avons beaucoup plus de nuages bas que prévu, limitant la visibilité. Le vent s'est calmé. Il souffle entre 20 à 25 km/h, toujours de secteur ouest à nord-ouest. Nous avons également les vagues qui se sont calmées de 1 à 1,50 m tout de même. Les coefficients de marée sont autour de 82. La température dans les terres est autour de 16 degrés. Il fait toujours froid dans l'eau, une dizaine de degrés. Alors, les conditions sont tout de même un peu plus favorables dans l'ouest, car les côtes protègent du vent. En revanche, vers l'est, eh bien, nous avons des vents et des courants forts. Une mer agitée, donc ça risque de dévier donc vers l'est les objectifs. Vous l'avez compris, nous avons des conditions plus calmes. Nous avons également pas de conditions optimales, mais ça devrait être très temporaire, car nous avons des perturbations qui nous attendent à l'arrière. Bien, merci Anaïs. Et on est justement avec notre envoyé spécial, Agnès Varamian, qui a pu embarquer à bord d'un navire allié. Agnès, c'est incroyable. Vous êtes avec les premiers soldats qui vont débarquer. Faites attention à vous, évidemment. Quelle est l'atmosphère autour de vous ?
Je suis à bord d'un navire de guerre sur le pont, accroché au bastingage. Et aussi loin que je regarde, ce sont des dizaines de bâtiments, des transports de troupes, des vedettes d'escorte et des péniches de débarquement. Alors, nous sommes maintenant à 4 km seulement des côtes françaises et près de moi, des dizaines de soldats. Ils essayent tant bien que mal de rester debout. Ils vacillent, la mer est démontée et puis il y a ces odeurs de diesel qui donnent la nausée. Le bateau file et vous devez l'entendre, nous sommes pris dans le vacarme des canons de cette flotte alliée. Elle vise les défenses allemandes. Des obus passent au-dessus de nos têtes, c'est assourdissant, mais il en va de la vie de ces hommes. Vous savez, il faut affaiblir les forces de l'ennemi avant de poser un pied sur le sol de France. Ils sont impressionnants, ces soldats, harnachés, engoncés dans leur uniforme. Ils descendent depuis notre navire par une échelle de corde, dans de petites barges. Ils sont serrés comme des sardines, je dirais 30 peut-être par embarcation, et sur le dos, leur pactage de plusieurs kilos. Un casque, une arme, des équipements radio, des masques à gaz. Il y en a même certains qui ont des brassards pour détecter d'éventuelles armes chimiques que les Allemands utiliseraient pour les repousser. Et c'est avec tout ce barda que dans quelques minutes, ils vont se jeter à l'eau. Et ce qui frappe ici, vraiment, c'est le calme apparent de ces hommes. Un silence, peut-être pour se donner du courage avant l'assaut. Je ne peux pas vous dire où nous débarquerons exactement, mais je peux vous révéler que les plages de Normandie ont reçu chacune un nom de code. Uta, Omaha, Gold, Juno, Sword, des noms choisis par les généraux. Alors voilà, on approche de la terre ferme. Je vois maintenant des éclairs à l'horizon, sans doute les tirs allemands dans notre direction. Dans le ciel, une ronde incessante de bombardiers pour détruire les derniers points d'appui allemands. Et on saura bientôt si le mur de l'Atlantique va résister ou non à la flotte de la victoire qui s'avance. Incroyable témoignage. Merci infiniment Agnès. Commandant Laurenceau, est-ce que cette opération a des chances de réussir ? Il faut souhaiter à ces soldats qui arrivent que les bombardements étaient efficaces cette nuit, que le mur de l'Atlantique soit bréché, qu'il y ait des vrais itinéraires qu'ils puissent franchir. C'est vraiment tout ce qu'on leur souhaite pour que ça puisse réussir. La clé, ce sont les bombardements derrière au niveau des lignes ennemies ? Il y a des bombardements aériens. A priori, la marine est en train aussi de faire ce travail de destruction des défenses de plage et des défenses sur les plages. Et donc oui, il faut que tout ce feu soit déployé sur les plages pour que les soldats puissent franchir. Commandant Olry. C'est effectivement ce qui va être un peu déterminant dans les heures qui viennent, réussir à brécher ce mur de l'Atlantique. Et au-delà de ça, dans les jours qui viennent, ce qui va être déterminant, c'est le soutien logistique qui va pouvoir être apporté à cette opération. Là, c'est quelque chose de colossal qui est en train de se passer. On parle de dizaines de milliers d'hommes, de navires. Ce sont des besoins en soutien derrière qui sont juste énormes. C'est pour ça que les Allemands ont refusé d'envahir l'Angleterre. C'est pour des raisons logistiques. Les Alliés auront le même problème. Et on a quand même du mal à comprendre, en voyant cette armada, le nombre de bateaux, de frégates, le nombre de tanks qui débarquent, comment les Allemands ont pu louper, avec leurs avions de reconnaissance, avec les informations qu'ils pouvaient avoir, comment ont-ils pu louper ce déploiement côté britannique ? Regardez ces images, c'est vrai que c'est incroyable. Incroyable. N'ont-ils pas vu arriver cette armada, commandant Olry ? Il faut dire que la météo était quand même pas très favorable dans les jours précédents. Donc les vols de reconnaissance ont pu être effectivement dérangés. Après, il y a des dispositifs qui existent, qui ont certainement été mis en œuvre d'écrans de fumée, de nuages artificiels, si vous voulez. Et je pense que ce dispositif a dû être utilisé ici pour camoufler cette armada. Et on reçoit à l'instant, regardez, les premières images des plages en question. C'est une opération d'une ampleur colossale, jamais vue dans l'histoire, peut-être qui est en cours. On pense à tous ces soldats dont beaucoup vont peut-être perdre la vie. C'est un affrontement terrible qui s'annonce pour notre liberté. On découvre ces images. Voilà, ces premières images, les toutes premières images qui nous parviennent de ce qui se passe en ce moment sur les plages normandes. Un mot de commentaire il y a dû y avoir des entraînements de plusieurs mois pour arriver à ce niveau-là, parce qu'a priori, on a une coordination Regardez excellente. ces barges. C'est très impressionnant. Les barges pour aller des navires aux plages. Et là, on imagine le feu nourri des défenses allemandes et des mitrailleuses. Alors, c'est quelque chose qui nécessite un entraînement forcément intense et un courage. Regardez ces images, c'est incroyable. C'est incroyable. Et les chars qui sont en train d'arriver, on voit des hommes qui tombent. Évidemment, les mines. On est à marée basse. On voit les premières victimes. Ce sont des images terribles. En tout cas, les Allemands n'ont pas été neutralisés. C'est ce qu'on comprend de ces premières images. C'est qu'il y a toujours de la défense et qu'il va y avoir des combats pour se saisir des plages.
vous le disiez, Étienne, on imagine le courage et ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. On est d'accord, ils sont complètement à découvert. Mais on voit bien cette longueur de plage nécessaire pour voir les obstacles, hein, pour que les chalands, voilà, on voit bien les obstacles là, les chalands n'aillent pas s'éventrer dessus. Très, ils sont vraiment lourdement équipés. Là, on prend conscience de l'offensive. On voit la difficulté d'ailleurs de certains à nager. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de kilos d'équipement qui sont sur leur dos en ce moment. Regardez là, certains sont épuisés. Il faut savoir que tous ne savent pas forcément nager. Je veux dire, c'est pas forcément. Ils sont des gens très jeunes, paraît-il. Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint. Les choses se précisent. On vient de le voir, des images absolument stupéfiantes. On connaît donc les plages sur lesquelles vont arriver les Alliés. Sont en train d'arriver les Alliés. Oui, il s'agit de 5 grandes plages qui sont situées en Normandie. Pour schématiser, tout le monde part de la zone de rassemblement qui s'appelle Piccadilly Circus et les Américains se concentrent à l'ouest et les Britanniques et Canadiens à l'est. Les 5 plages sélectionnées sont baptisées Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Alors on va aller du côté américain à l'ouest et là on distingue 2 grandes plages. Regardez, la plus à l'ouest, elle est au centre du secteur baptisé Utah, comme l'État américain. Elle se situe sur la côte du Cotentin à hauteur de Sainte-Marie-du-Mont sur 5 km de long. C'est la plus proche du port stratégique de Cherbourg. 23 000 soldats doivent y débarquer. Plus à l'est maintenant, voici Omaha Beach. Ça désigne la grande plage de 8 km entre Vierville-sur-Mer et Port-en-Bessin. Et là, 34 000 GIS sont assignés à ce secteur. Omaha, c'est une ville américaine. Pour la petite histoire, ces 2 noms, Utah et Omaha, auraient été choisis par un général américain après avoir demandé à 2 sous-officiers d'où ils venaient. Et les Anglais, Nicolas ? Alors de leur côté, il y a 3 secteurs, dont Gold, qui est celui qui doit faire la jonction avec les Américains. C'est la mission de 25 000 Britanniques qui sont autour d'Arromanches. Un peu plus à l'est, 21 400 Canadiens et Britanniques ont pour objectif le secteur central de Juneau et le port de Courseulles-sur-Mer. Et puis enfin, il y a le dernier secteur qui est baptisé Sword. Le contingent britannique, lui, compte 29 000 soldats, auxquels il faut ajouter, selon nos informations, les 170 Français du commando Kieffer. Gold, Sword, pourquoi ces noms ? Alors Gold et Sword en fait sont les diminutifs de Goldfish et Swordfish, 2 noms anglais de poissons qui se traduisent poisson rouge et espadon. Quant à Juneau, ce serait le prénom de l'épouse d'un officier canadien. Merci Nicolas pour ces informations. C'est vrai que le maréchal allemand Rommel a toujours dit que si les Alliés arrivaient à poser le pied sur la terre ferme, les Allemands étaient fichus. Il l'a dit à peu près comme ça. Ce sera le cas ? A priori, c'est déjà le cas, très clairement. Les Alliés ont réussi à mettre des troupes sur la plage. Et s'ils arrivent à neutraliser les défenses et à percer une brèche et à s'engouffrer, en fait, il faut considérer que non pas que ce soit perdu, mais que ça va commencer à être très compliqué pour les Allemands. Voilà, regardez bien ces images des Français, c'est une information importante, figurent parmi ces soldats qui sont en train de débarquer au péril de leur vie sur les plages de Normandie. Qu'est-ce qui va faire la différence, commandant Oudry, une fois débarqué, pour faire face à la contre-offensive des divisions Panzer notamment ? Ce qui va faire la différence au bout d'un moment, c'est la puissance, c'est le rapport de force. Il va falloir être plus nombreux, plus puissants que l'ennemi. Et donc se pose la question du coup de comment ramener encore plus de soldats, de matériel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces plages, sur l'ensemble des sites de débarquement, il n'y a aucun port majeur, aucun port stratégique. Nicolas a évoqué Cherbourg tout à l'heure. Et effectivement, peut-être que les prochains objectifs vont être ces 2 ports, à l'ouest Cherbourg, à l'est Le Havre. Je pense que ça serait possible que les Alliés essaient de saisir et faire débarquer les matériaux, c'est ça ? On suit la logistique et puis ce qui est essentiel là, c'est de ne pas oublier que les Alliés ont la maîtrise du ciel, ils ont la maîtrise des mers très clairement. Et en fait, s'ils arrivent à contenir ça et à le maintenir, ils repousseront les contre-attaques parce qu'ils ont une puissance telle que maintenant il faut qu'ils se dépêchent. On est à un moment très sensible là, à ce moment de la matinée, c'est qu'en fait les Alliés, les troupes débarquées sont très fragiles. Si les Allemands contre-attaquent tout de suite, en fait ça a des chances de réussir. Mais du fait de l'aviation et de la marine, il y a très peu de chances que les Allemands arrivent à débuter tout simplement cette contre-attaque. Le débarquement a commencé sur les plages de Normandie. Ambroise Boulay, vous êtes toujours au QG, vous, des forces navales alliées, et vous avez des informations supplémentaires. Oui, des informations qui émanent directement de la poubelle du général Eisenhower. Un discours rédigé de sa main évoque l'échec du débarquement. C'est le secrétaire militaire du général qui, semble-t-il, a mesuré le caractère peut-être historique de ce moment et a récupéré ce papier dans sa corbeille. Alors je vous livre ce que nos sources ont réussi à déchiffrer de l'écriture du général Eisenhower. Notre débarquement dans la région de Cherbourg et du Havre ne nous a pas permis de nous implanter durablement en territoire hostile, écrit-il.
j'ai dû prendre la décision de retirer les troupes engagées. Les troupes, l'aviation et la marine ont fait tout ce que la bravoure et le sens du devoir leur permettaient d'accomplir. J'assume seul, dit-il, l'entière responsabilité de cette tentative malheureuse. Voilà, ces quelques lignes, je vous le rappelle, ont été jetées à la poubelle. Il faut donc s'attendre à ce que ce soit l'exact inverse qui soit prononcé par les Alliés, c'est-à-dire un discours de victoire. Un discours de victoire, un discours de succès, effectivement, et on nous annonce déjà des pertes très importantes sur les plages du débarquement, notamment du côté de Omaha Beach. C'est vraiment la plus grande opération amphibie de l'histoire, de tous les temps. C'est un tournant auquel on assiste. C'est une page d'histoire, Étienne, qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Oui, ce qui est très perturbant d'une certaine manière, c'est quand nous avons pris l'antenne, nous ne savions pas très bien ce qui était en train de se passer, comme souvent quand nous menons des opérations spéciales comme cela. Et là, on assiste effectivement à quelque chose d'extrêmement historique, symbolique, même si débarquer n'est pas libérer la France. Et on l'a vu avec l'Italie, cela peut prendre énormément de temps, beaucoup de souffrance, beaucoup de morts pour libérer la France. Ce jour-là, 156 000 soldats ont débarqué sur les plages normandes. Américains, britanniques, canadiens pour la plupart, mais aussi les 177 Français du commando Kiefer. Au total, lors de cette bataille de Normandie, plus de 2 millions de soldats étaient engagés. Le bilan humain fut terrible, avec plus de 37 000 tués, 163 000 blessés côté allié et 35 000 victimes civiles. 6 millions de Juifs furent également victimes du Troisième Reich. Le 25 août, Paris est enfin libéré. Il faudra ensuite de longs mois de bataille acharnée pour arriver à la victoire finale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule, l'Europe exulte. C'est la victoire des Alliés.